Parce que la reprise économique se poursuit et devrait entraîner une croissance au cours des prochains mois. Parce qu'on doit faire preuve de créativité pour développer des projets d'affaires au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Parce que nous sommes à un tournant du développement économique régional. Parce qu'ensemble, nous pouvons voir grand. La Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord vous permet, à travers ses rendez-vous économiques, de saisir des opportunités d'affaires, mais aussi de réfléchir sur l'avenir économique et social de notre région. Présenté par Promotion Saguenay, en collaboration avec la BDC, Netris et nos partenaires médias. Bienvenue à ce rendez-vous économique. Mon nom est Sandra Rossignol, je suis la vice-présidente exécutive et directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord. Aujourd'hui, c'est notre 17e événement de votre Chambre depuis octobre. 17. On en a autant après les fêtes. Sans parler des cohortes de formation et des projets spéciaux. Aujourd'hui, c'est la 5e édition de nos histoires d'ici. Cette année, le thème abordé est en lien avec la question de la main-d'œuvre, un enjeu majeur qui vient freiner bien souvent la croissance de nos entreprises. Plusieurs stratégies s'offrent à nos organisations pour y faire face. L'automatisation des opérations et l'amélioration des processus RH, entre autres. Pour répondre aux besoins de main-d'œuvre, le Saguenay-Lac-Saint-Jean devra compter sur l'apport de plusieurs groupes, dont la population immigrante. C'est pourquoi nous vous avons contacté un rendez-vous qui vous aidera à alimenter votre réflexion sur ce dernier point qui n'est vraiment pas simple. L'événement d'aujourd'hui portera en 3 parties. Tout d'abord, un panel de discussion où nous aurons le plaisir d'entendre des histoires d'entreprises d'ici qui nous partageront leur expérience d'embauche de travailleurs étrangers. En second lieu, nous aurons une présentation de Service Québec et du ministère de l'Immigration et de la Francisation et de l'Intégration qui traitera de la préparation des milieux de travail, de l'adaptation des pratiques RH et de l'accompagnement en maintien d'emploi. Vous en apprendrez également sur les mesures plus spécifiques pour financer, par exemple, le recrutement à l'étranger. Nous terminerons en beauté avec un second panel de discussion, celui-ci composé d'experts dans le domaine de l'immigration économique, de services aux entreprises et de gestion des ressources humaines. Ils nous feront profiter de leurs conseils en recrutement, en accueil et en gestion des talents. L'embauche de travailleurs étrangers est accessible à toutes les entreprises et vous découvrirez comment mettre en place des conditions pouvant favoriser le succès de votre démarche. Avant de donner la parole à notre présidente, permettez-moi de remercier et de saluer nos précieux partenaires. Nos partenaires annuels, Ville Saguenay, la MRC du Fjord du Saguenay et Rio Tinto. Nos partenaires de cet événement, Raymond Chabot Grant Thornton qui nous a concocté cette mouture 2021 de nos histoires d'ici. En collaboration également avec nos partenaires médias, le quotidien numérique KIC 95.7 et le partenaire Cocktail, groupe riverain qui vous a offert le mimosa à l'entrée. Le partenaire technique LSM Ambio Créateur et un merci particulier à Thomas Tavernier qui est directeur du Canadian Tower de l'Abbé, qui nous a offert gracieusement toutes les décorations de Noël qui habillent la salle et la scène. Alors, merci au Canadian Tower de l'Abbé. J'invite maintenant Valérie Gilbert, présidente de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord et directrice principale service chez Groupe Gilbert, à vous adresser les salutations d'usage. Moi, je vous dis merci d'être là, merci d'être membre de votre Chambre de commerce. Bon événement et joyeux temps des fêtes. Bonjour à tous. Il me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. J'en profite pour saluer tous les membres du conseil d'administration qui sont ici avec nous aujourd'hui. Et aussi pour dire merci, un merci particulier à toute l'équipe de Raymond Chabot, Grant Thornton, qui sont partenaires du brunch de Noël de la Chambre de commerce depuis maintenant 10 ans.
On vous remercie encore une fois aujourd'hui d'être notre partenaire pour cette 5e édition de nos Histoires d'ici. L'immigration est l'une des solutions à la rareté de main-d'œuvre qui touche nos organisations. On a choisi ce thème puisque, suite à un sondage auprès de nos membres, on s'est rendu compte qu'il s'agit de l'enjeu numéro 1 qui vous préoccupe. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes plus de 150 et que cet événement se tient à guichet fermé depuis lundi dernier. Donc, un événement et un sujet qui nous touche tous. J'en profite pour remercier les spécialistes et tous ceux qui sont présents pour animer les kiosques et qui sont ici pour répondre à vos questions concernant l'immigration, mais aussi pour vous présenter nos avantages membres qui nous tiennent à cœur. Si vous n'avez pas eu le temps d'y aller avant d'arriver, je vous suggère d'y aller après l'événement. Je pense que vous allez être surpris par toute la tonne d'informations que vous allez retrouver, mais aussi par la diversité des avantages membres que nous offrons. C'est avec plaisir que je cède sous peu la parole à Éric Dufour qui animera cet événement. Éric est vice-président du conseil en management de l'Est du Québec pour la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Il est le leader national en transfert entrepreneurial et aussi le vice-président de la grande région Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chibougamau-Côte-Nord et du nouveau groupe de transformation des affaires. En plus de tout ça, Éric est un conseiller et un coach en stratégie spécialisé autour de l'impact humain des grands changements, qu'ils soient générationnels ou contextuels, comme la pandémie que nous vivons. Alors, sans plus tarder, Éric, je te cède la parole et maintenant, place à nos histoires d'ici. Donc, je pense que je m'assois ici. C'est ça, Claude? C'est le bon siège. Bon matin à tous, bon midi. Et oui, ça fait déjà 5 ans que Raymond Chabot, nous participons à cet événement. L'objectif que nous avons, c'est d'amener un partage sur ce que nous vivons comme réalité, comme entrepreneurs. Donc, moi-même, j'en suis un. Mais en même temps, nous, on intervient pour supporter avec nos experts des entrepreneurs à travers leurs défis. Il y a eu beaucoup de... il y en a eu 3, je pense. C'était sur la relève entrepreneuriale où nous avons eu des histoires assez touchantes à certains égards. Maintenant, avec ce qui se passe au niveau de la main-d'œuvre, il y a des préoccupations importantes sur la santé mentale des entrepreneurs actuellement, la santé globale. Moi, que j'appelle, j'aime autant le prendre sur cette thématique-là pour qu'on ait peur d'en parler, là, parce que c'est tabou. Mais dans les statistiques, présentement, c'est très préoccupant. Et un des facteurs déterminants, c'est la perte de repères face à cette problématique québécoise, canadienne et mondiale face à la main-d'œuvre qui vient bouleverser les modèles d'affaires, qui vient questionner les gens sur leur plan de carrière, mais sur leur plan en tant qu'entrepreneurs, au niveau de leur patrimoine, la valorisation des organisations, etc. Donc, quand on a regardé quelle thématique nous pourrions amener, c'était d'amener ce sujet-là qui est une des solutions à la problématique mathématique de la main-d'œuvre. Donc, j'ai le plaisir d'avoir de bons panélistes là, pour venir raconter leurs histoires, mais surtout vous apporter un coffre à outils afin que vous puissiez finalement apporter des solutions dans vos organisations. Parce que, écoutez, je pense qu'à chacune de vos tables ce matin, vous avez dû parler de main-d'œuvre. Je suis convaincu. Hein? C'est le sujet de l'heure. On rentre dans un ascenseur où habituellement on disait hey, « Salut, comment ça va? Il fait fret. Hein? » Mais là, c'est pas ça qu'on dit. « Salut, comment ça va? Toi, as-tu perdu une ressource aujourd'hui ou tu en as gagné une? » Fait que c'est ça. Fait que, écoutez, je vais inviter mes panélistes sans plus tarder. Donc, j'inviterai Caroline Morier, directrice administrative chez AFS, Ateliers de fabrication du Saguenay. Caroline, les Ateliers de fabrication du Saguenay est une entreprise qui œuvre dans le domaine de la métallurgie depuis 1993. Tu peux venir t'asseoir, Caroline, gêne-toi pas, on est dans un salon privé ici, tu vas voir, on va avoir du fun. La division agricole, qui était à la base, hein, vous avez commencé dans l'agricole, qui est à la base de la fondation de l'entreprise et existe ainsi depuis le tout début, en processus de relève aussi. Hein, oui. Et l'entreprise se spécialise dans les systèmes d'emballage et de conditionnement des produits maraîchers. Bon matin, Caroline. Bienvenue dans notre salon privé. Merci. T'es prête? Oui, prête. Oui, parfait. On invite nos autres amis. Oui, Michel Lessard, directeur des ressources humaines du groupe Riverain.
Le groupe Riverain est un holding familial régional qui est propriétaire de 20 entreprises actives partout au Québec dans 5 secteurs d'activité, employant 1000 personnes en forte période d'activité, dont 400 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. La compagnie originale, Jean-Joseph Riverain Limité, fêtera son 100e anniversaire en 2023. Michel, ça va être le party là-dedans. C'est l'enfer, ça. Ça me rajeunit. Oui, c'est vrai que tu es jeune. Hein? Quel âge as-tu, là? Alors, juste pour faire un lien, pour que les gens nous reconnaissent, nous sommes les propriétaires d'Intercité Construction, Bétonnière, de l'Abbé, Arvida, Tuvico et d'autres compagnies, Scaphandrier, on a un bateau, on fait du maritime. C'est ça, 21 compagnies. Donc, un beau cas d'entreprise avec nous ce matin. Merci d'être ici, Michel. Maintenant, le dernier et non le moindre, Jonathan Tremblay. Jonathan qui est ingénieur forestier, Sylviculture Tremfort Incorporée, avec son frère Yannick et Vital Tremblay, que ça fait des années, fondé en 1994, qui offre des services d'aménagement forestier en forêt publique et privée. Bon midi, Jonathan. Bon midi, Éric. D'entrée de jeu, on dit sylviculture Tremfort. Donc, sylviculture qui vient de la jonction de 2 mots. Sylva, pour bois, et culture. Je pense que tout le monde sait ce que ça veut dire. Alors, bonjour tout le monde. Salut, Éric. Hey, c'est bon ce que tu viens de nous dire là. C'est bien. Belle entrée en la matière, Jonathan. Hey, wow. Donc, écoutez, là, on fait des farces, là, mais il faut être sérieux un petit peu, là, parce que c'est important. Il faut livrer une discussion de salon. Donc, il faut faire comme s'il n'y a personne à la salle. Puis là, il faut emmener nos expériences. Faut emmener des outils en même temps. Mais en même temps, moi, ce qui est important, c'est de connaître vos histoires, parce que vous avez des choses à nous raconter concernant la thématique d'aujourd'hui. Donc, je vais sortir mes petites notes, mais je vais débuter avec la question, la première question. Je voudrais que vous... Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, est-ce que j'emboîte le pas dans ce projet-là? Donc, vous, de votre côté, il y a eu un début, il y a eu un départ. Donc, Caroline, quand est-ce que c'est arrivé la première fois que tu as eu l'idée et que tu as eu le besoin d'aller à l'immigration? Bien, je dirais que ça fait plusieurs années là, qu'on y pensait. Je dirais au moins 4 à 5 ans où on faisait faire des soumissions et tout ça. Puis finalement, ben, on reculait d'un pas. Mais en 2020, au printemps 2020, là, on s'est dit, faut y aller, faut l'essayer. On embarque dans le processus et puis... Mais tu avais un problème de main-d'œuvre? Oui, on avait un problème de main-d'œuvre. Les soudeurs sont une denrée rare. Il n'y a pratiquement pas de candidats dans les cohortes et tout ça. Alors, on s'est dit, on embarque, on y va et puis on essaie de se recruter. Donc, à l'origine, manque de main-d'œuvre et vous emboîtez le pas. Ce qu'on va continuer à raconter tout à l'heure? Michel, ça commence quand ton histoire? En fait, nous, l'histoire commence en 2019 dans la région de Québec. On a une usine de tuyaux de béton, produits de béton, qui s'appelle Fortier, où on emploie absolument à peu près 80 personnes. Et en 2019, difficulté terrible de recruter des journaliers. En fait, c'est un endroit où les gens n'ont pas vraiment de métier spécialisé. Ils apprennent le métier dans l'usine. À l'époque, il y avait 3,9 % de chômage dans Chaudière-Appalaches. Donc, pour chaque emploi offert, il y avait 0,2 candidats, genre. On affichait les moyens traditionnels. On s'est mis à afficher sur Facebook. Et tout le monde sait ce que ça fait. Les gens, ils n'ont pas vraiment de profil fait sur Facebook. Fait que tu reçois un email, un numéro de téléphone. Et on embauchait des gens. Ce sont des usines, c'est des produits pas faciles, c'est pas des usines modernes, parce que le procédé est simple, puis il n'y a pas de valeur ajoutée au produit. Fait qu'on ne peut pas monter le prix comme on veut, on soumissionne sur des jobs publics. Donc, difficulté de recruter. Moi, j'avais assisté à une conférence d'un consultant qui amenait du personnel étranger dans la région. On a essayé. Donc, on a entré les 4 premiers travailleurs en 2019. Ensuite, en 2020, même problématique au niveau des mécaniciens de machinerie lourde, d'employés spécialisés, où c'est devenu un métier en pénurie au Québec et même à la CCQ. Donc, là, je suis entré en contact avec une consultante tunisienne, pour dire d'où ils viennent,
Et on a fait venir des gens, 4 premières personnes dans la région de Québec de la Tunisie. Fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec 13 employés issus d'autres communautés, Nicaragua et Tunisie. Et on en attend 13 autres, dont 6 prochainement dans la région, des métiers spécialisés. Alors, même pour les métiers où le salaire est compétitif et où c'est un métier en pénurie au Québec, on a de la difficulté à trouver. Donc, ça a commencé comme ça. Merci, Michel. Jonathan, ça fait un certain temps, toi. Ben écoute, tu le sais un peu quand tu m'as demandé de faire le panel, Éric, notre situation, nous autres, est un petit peu différente. Hein, parce que ce processus-là, d'aller chercher des travailleurs directement dans leur pays pour les attacher aussi avec un contrat, tout ça, disons que c'est un processus que je regarde encore avec des jumelles, là, mais tu sais, puis je suis pas désintéressé, mais je suis pas rendu là encore. Par contre, depuis le début des années 2000, nous autres, en Forêt publique, nos volumes de contrats à cette époque-là avaient augmenté substantiellement. Donc, puis notre but, nous autres, c'est tout le temps, ce qui est comme PME régionale, d'engager tout le temps plus proche dans la région, dans la ville, dans la région, tout ça. Mais bon, force était de constater à cette époque-là que c'était déjà difficile. Alors, on a agrandi notre rayon de recrutement pour aller dans les coins de... c'était Montréal à l'époque. Là, je sais que c'est mon père Vital, que tu connais bien aussi, là, qui avait eu des contacts avec une agence. Je ne me rappelle plus comment il s'appelait. Le gars, je pense, c'était Dimdi, ou peut-être que je dis mal son nom, là, mais en tout cas, c'était une agence qui faisait du recrutement. Puis, il était allé directement là-bas, à Montréal, pour faire la rencontre de ces gens-là, qui étaient pour la majorité là, de nationalités de pays d'Afrique. Puis, ça avait commencé comme ça. Puis, depuis ce temps-là, je pense que ça n'a pas arrêté. C'est à peu près 60% de nos employés sont de nationalités différentes. On peut penser Sénégal, Rwanda, Burundi, Algérie, Tunisie. On a aussi on engage des gens de la Russie. En tout cas, je dis on les engage de là-bas, mais c'est de nationalité. Hein. Fait que c'est ça. Fait que c'est une situation un peu différente, mais qui, dans le fond... Des statuts temporaires, ce que je comprends. C'est ça. En fait, soit qui ont la résidence permanente ou soit qui ont des permis de travail. C'est ça notre situation. Parfait. Parfait, Jonathan. Donc, là, on vient de faire le départ, le début. Maintenant, on met la switch on. Hein? On prépare l'entreprise comment, Caroline, à tout ça? Comment? On a des devoirs à faire, là. C'est pas comme recruter un travailleur qui demeure dans le quartier voisin. Donc, comment on prépare ton organisation? Bien, pour les 2 travailleurs qui sont arrivés en mars dernier, ça a été un petit peu plus facile, une démarche un petit peu plus facile parce que c'est des travailleurs qui étaient déjà au Québec et qui avaient perdu leur emploi avec l'employeur qui les avait engagés au départ. Fait qu'ils étaient déjà au Québec depuis, je dirais, environ 1 an et demi. Alors, ils étaient déjà habitués là, à notre hiver québécois et tout ce qui vient avec le Québec. Et puis, ils demeuraient à ce moment-là dans la région de Montréal. Alors, nous, on les a accueillis, on a travaillé avec une entreprise en sous-traitance là, pour qu'ils puissent nous présenter ces candidats-là. Et on les a rencontrés, on les a fait venir à l'entreprise, on les a présentés à tout le monde. Et puis, c'est à partir de ce moment-là là, qu'on a fait la sélection de 2 candidats sur 4 qui nous avaient été présentés. Là, Et l'expérience se poursuit? Ces gens-là sont encore chez vous? Oui, ces gens-là sont encore chez nous. Et puis là, on est en démarche pour accueillir 2 nouveaux travailleurs en 2022, on l'espère. Parfait. Michel, préparer une organisation pour un projet comme ça, c'est quand même... parce que dans la mathématique, tu as des nombres assez élevés maintenant, toi, dans ça. Ouais, en fait, la préparation, nous, les travailleurs, que ce soit les gens du Nicaragua dans les usines ou les travailleurs spécialisés comme mécaniciens, entraient dans un milieu syndiqué dans les 2 endroits. Ça a parti du fait où on ne trouvait plus de main-d'œuvre.
Donc, les employés les plus anciens dans l'usine de produits de béton syndiqués disaient « Hey, c'est pas drôle, chaque fois que vous entrez quelqu'un, on dirait qu'il est moins capable que le dernier que vous avez entré. » Puis qu'il est moins capable. Donc, la qualité de la main-d'œuvre disponible diminue énormément. Donc, ça aide à préparer les gens, parce que les gens qui sont habitués à leur métier, qui sont là depuis longtemps, ils se disent « Coudon, tu m'envoies un apprenti, il y a de la misère à se rendre au poste de travail. » C'est assez facile comme argument de les convaincre à ce moment-là, de dire on va aller chercher des travailleurs, premièrement, qui ont une éthique de travail différente de la nôtre et qui s'en viennent ici justement pour améliorer leur vie. Même affaire du côté des mécanos. On n'était pas capable de recruter des mécaniciens de machinerie lourde. En les intégrant, c'était facile. Et dans les deux cas, on a trouvé des mentors à l'intérieur de l'entreprise. Donc, au niveau de l'usine de produits de béton, on avait un travailleur dominicain, résident québécois, qui avait déjà de l'espagnol. Donc, lui, on lui a confié la mission d'accueillir les gars, d'accueillir les nouveaux arrivants. Lui, ça a comme bonifié son apport, son intérêt, et puis ça a facilité la vie des autres. Même affaire au niveau mécanique. De l'atelier mécanique, on avait une quinzaine de gars. On en entrait 4 du coup. On a trouvé un mentor à l'intérieur, un jeune superviseur qui, lui, s'est donné comme mission de les faire devenir le plus québécois possible. Donc, ça a aidé. Donc, mentor, accompagnement. Absolument. Donc, bien important, Jonathan, tout l'accueil de ces cultures-là. Tu as nommé plusieurs cultures tout à l'heure parce que c'est temporaire. Ils viennent pour un nombre de mois limité. Donc, comment on prépare l'entreprise à recevoir ces gens-là? Bien, j'ai expliqué ma situation tantôt. Là, nous autres, on travaille en forêt aussi. Fait qu'on est déjà dans des régions un petit peu plus éloignées. On a un camp forestier, c'est quand même un avantage aussi. Par contre, si je remonte le temps dans les années 80, fin des années 90, début 2000, là, quand on engageait vraiment le Québécois typique qui venait débroussailler en forêt, l'horaire, là, c'était 4 jours par semaine. On disait, nous autres, on dit 4-3 là, dans le jargon, là. Puis, là, quand on a commencé à engager ces gens-là de Montréal, Sherbrooke, tout ça, là, ils viennent de plus loin. Fait qu'on on va adapter nos horaires en conséquence. Fait qu'on a commencé à ouvrir le camp, le chantier, une fin de semaine sur 2. Donc, ça faisait quand même, on appelait ça là, des runs les gars pouvaient faire 9, 10, 11 jours au moins. Et puis, depuis 3 ans, vous savez, les Africains, je ne veux pas généraliser non plus, mais c'est des gens très travaillants. Puis quand ils viennent travailler. Ça fait que, tu sais, moi, je ne suis pas surpris. Là, quand ils arrivent, il y en a qui vont travailler 6 jours sur 7, il y en a qui vont même travailler 7 jours sur 7. À un moment donné, après un mois, ils vont retourner chez eux. Mais tu sais, c'est de l'adaptation aussi. Tu sais, juste les horaires comme ça, pour nous autres, ça a été quand même une grosse modification parce que maintenant, on est ouvert les chantiers 7 jours sur 7. Mais ça faisait-tu un clash avec le reste des équipes qui étaient des équipes québécoises, là, cette pression-là? Bien, un petit peu, parce que c'est sûr que ceux qui sont habitués encore, il y en a encore aujourd'hui qui sont habitués de faire du 4 jours, puis même des fois du 3. Mais oui. Mais sauf que là, les autres, ils travaillent la fin de semaine, là, puis là, ils grugent nos volumes de comté. Parce qu'à un moment donné, moi, j'ai un contrat, je sais pas, j'ai 1000 hectares à faire de débroussaillage, les hectares, ils se grugent la fin de semaine aussi. Fait que des fois, il y a eu des petits, peut-être des petits commentaires. Il n'y a pas beaucoup de friction. Je dirais qu'en général, le climat de travail est très, très bon. Écoute, les Africains, là, en général, c'est très chaleureux. C'est tous des frères entre eux autres, puis même maintenant entre nous autres. Fait que donc, ils se sont très bien intégrés. Effectivement. Donc, Michel, le délai, parce qu'il y a plein de gens ici qui pensent à aller vers cette solution-là, et il y a plein de services on va parler de plein de services aujourd'hui, et on va trouver ça facile, je pense, là. En fait... Les délais, je veux que tu me parles des délais. En fait, théoriquement, les délais, lorsque j'ai commencé en 2019 à regarder cette option-là, on me parlait de 3 mois pour traiter une étude d'impact sur le marché du travail. Parce qu'il ne faut pas oublier... La première chose que tu dois faire, que tu dois prouver au gouvernement fédéral, c'est que tu n'as pas trouvé de Canadien pour faire le travail. Alors, pas juste un Québécois, pas de Canadien. Donc, il y a des contraintes. Il y a différentes catégories. Nous, les premiers travailleurs, c'était des travailleurs en bas du salaire moyen au Québec, donc ce qu'on appelle la bas salaire. Ça a pris
11 mois, entre 9 mois pour d'eux et 11 mois pour d'autres. Pour les derniers qu'on a accueillis dernièrement ici, on avait un des 2 travailleurs, ça faisait 18 mois que les démarches étaient commencées. Pour les travailleurs de métiers spécialisés, où le salaire moyen est en haut de 23,8 $ au Québec, métiers en pénurie sur la liste produite par le gouvernement, on parle de ce temps-ci, je viens d'avoir des accords, des UMT accordés, c'est 8 mois. Ça a pris 8 mois de démarche. Et bon, après, lorsqu'ils ont leur acceptation du Québec et l'accord pour le permis de travail, bien, c'est de préparer leur venue ici. Donc, dans leur pays, ils doivent demander un visa de sortie, doivent avoir un passeport à jour. Souvent, moi, dans le cas de la main-d'œuvre spécialisée de Tunisie, eux viennent ici pour s'établir ici pour la plupart. Donc, c'est un cas d'émigration pour eux. Lorsque je l'ai passé en entrevue, puis je demandais pourquoi le Québec, pourquoi le Canada, bien, vous êtes des gens tolérants, où vous avez beaucoup de liberté et où on pourra assurer un plus bel avenir à nos enfants. Donc, pour eux, c'est une démarche définitive, changement de vie. À date, de mes gens du Nicaragua, j'en ai déjà 2 qui sont installés ici, dont un qui a une nouvelle conjointe là, qui vient de la région ici. Mais c'est pas toujours évident qu'ils vont amener leur famille. Ils viennent surtout ici pour faire de l'argent. Mais les délais, il faut s'attendre de ce temps-ci. Ce que j'entends de différentes personnes, c'est minimum 8 mois. Et il ne faut pas se surprendre que ça prenne 1 an. Donc, merci Michel. Caroline, ton délai, toi, tu pensais que ça allait être plus court, hein? Oui, Parce que... moi, je croyais que ça allait être plus court. Normalement, les gens étaient déjà ici au Québec. Ils les étaient soit sur l'assurance-emploi ou même une certaine partie sur la PCU. Alors, je croyais que le gouvernement allait faire en sorte qu'il allait activer là, le dossier pour que je puisse les accueillir le plus rapidement possible, mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Là, on a commencé les démarches en juin 2020, puis on a pu les accueillir au mois de mars 2021. Donc, ça a été quand même... Oui, ça a été quand même assez long. Ça a été assez long. Et peut-être que la situation de la COVID n'a pas aidé non plus à travers tout ça, mais il faut être patient. Il faut être très patient. Donc, il y a des gens dans la salle qui peuvent aussi avoir une certaine peur ou certaine inquiétude du mix avec nos travailleurs qu'on a en place. Donc, est-ce que vous avez eu des cas où il y a eu des frictions, où ça a créé un déséquilibre? Jonathan vient de donner un cas concret, là, que les personnes peuvent faire du 9 jours, puis les personnes 4 jours. Donc, au niveau culturel, est-ce que les gens ici, les entrepreneurs ou les organisations qui veulent emboîter le pas, est-ce qu'ils ont une inquiétude à avoir concernant ce mix de culture-là? Est-ce que vous avez eu des cas particuliers où vous avez eu des situations peut-être plus embarrassantes où vous avez dû gérer, Jonathan? Non, pas vraiment. Je n'ai parlé un peu tantôt, là. On dirait que... Mais non. Puis j'avais oublié de dire tantôt pour l'adaptation au camp forestier aussi, tu sais, un des seuls plaisirs qu'on a sur un chantier forestier, c'est les repas. Hein. Fait qu'il a fallu modifier un peu aussi ce côté-là. OK, oui, le menu. La fameuse option sans porc. Plus de riz, moins de patates. OK. Des choses comme ça. Mais c'est ça. Là, tu parles de friction. Non, je te dirais que de ce côté-là... Ça a été une belle intégration de votre part. Non, j'ai aucune misère. Ça se parle entre tout le monde. Ça sort dans la cour. Ça parle entre eux autres. Ça se donne des trucs. Puis, tu sais, même moi, là, moi, je suis souvent sur les chantiers. Hein, fait que je suis disponible pour eux autres. Mais j'apprends aussi beaucoup d'eux autres, là, tu sais. Ah, c'est bon. Tu sais, des fois, on est loin des pays d'Afrique. Puis, on le sait, on a des cas qui sont connus. Il y a des choses pas drôles qui, des fois, se passent. Hein, puis, au niveau des climats sociaux. Puis, des affaires qu'on n'est pas tout à fait au courant. Puis, des fois, ces gens-là, parce qu'ils sont bien plus au courant que nous autres, là, mais tu sais, ils nous l'expliquent comme il faut, puis là, on comprend, puis on fait comme, ouais, OK, là, puis ils sont vraiment attachés à leur pays encore, ils y vont souvent encore, peut-être moins ces temps-ci, là, mais c'est ça, fait que non... mais il faut avoir une vigie, un peu comme Michel disait, un genre de mentor qui fait une vigie quand même, hein, du bien-être, de la bienveillance, de la situation. Michel, des cas de cohabitation... En fait, au niveau de l'adaptation au travail, non, pas vraiment. On a choisi des Tunisiens parce que leur seconde langue, c'est le français. Ici, dans la région, même à Québec, il n'y a pas beaucoup de gens qui maîtrisent une deuxième langue, que ce soit l'espagnol ou l'anglais. Donc, pour moi, c'est un critère d'essayer d'estomper la barrière de la langue.
Pour ceux qui parlent espagnol du Nicaragua, on avait déjà un employé et même un deuxième en grattant qui maîtrisait bien l'espagnol. C'était simple. L'adaptation est surtout pour eux dans notre système économique puis notre fonctionnement. L'épicerie, comment ça fonctionne? La banque. Moi, les Tunisiens n'ont pas le droit de sortir avec un certain plus que 2 000 $ en argent de leur pays. Ils n'ont pas de carte de crédit internationale parce que ce n'est pas tout le monde qui peut accéder là-bas à ça. Donc, c'est repartir de A à Z, numéro d'assurance sociale, assurance maladie, comment ça fonctionne l'épicerie, la banque. Alors, c'est plus ça. Dans notre cas, on s'est fié à un organisme d'intégration des immigrants. Ça, il y en a dans chaque région. Et dans la région de Québec, entre autres, il y a quelques organismes comme ça qui ont développé un volet service aux entreprises. Donc, tu leur donnes un mandat. Moi, ça a parti de l'accueil à l'aéroport à l'intégration dans l'appartement. Et avec l'épicerie faite pour les 2 premières semaines parce qu'ils étaient vraiment en quarantaine à cause de la pandémie. Donc, tout ça, t'essaies. Il y a des gens qui se spécialisent là-dedans. Au début, on essayait de tout faire tout seul, et c'est demandant. On s'est occupé des appartements, d'acheter les meubles, les biens de nécessité de vie. C'est pas nécessairement évident. C'est contraignant. Mais c'est plus ce côté-là qui est difficile. Le côté travail, dans les employés non spécialisés, ils sont sur un poste de travail, ils apprennent par l'exemple de ce que les autres font, ils apprennent à communiquer. Et il ne faut pas oublier qu'ils ont tous des cours de francisation. À un moment donné, on est obligé de les franciser. Donc, il faut aussi... ils développent un langage habituel et nécessaire assez rapidement. Mais c'est plus l'adaptation à la vie sociale autour qu'en entreprise. Nous, on n'a pas vécu de problème en entreprise. Donc, Michel, la francisation, il y a un nouveau projet de loi du gouvernement là, qui, quand même, donne des responsabilités à l'entreprise avec des délais assez courts pour les franciser, ces personnes-là. Donc, c'est l'entreprise chez vous qui avait investi dans de la formation pour... Et c'est ce que vous faites encore? Oui, en fait, moi, au niveau de la Tunisie, il n'y avait pas le problème. Au niveau du Nicaragua, déjà, le consultant qui recrutait s'organisait pour leur faire des cours de français un peu. Mais ici, là, on vient de les inscrire à un cours de francisation intensif dans la région de Québec, ceux qu'on a dans la région de Québec. Merci. Caroline, le mix culturel, ces gens-là sont quand même loin de chez eux. Des situations de ton côté? Non, ça a super bien été avec nos travailleurs déjà en place. Ils se sont facilement intégrés. Ils ont du plaisir ensemble. Il n'y a eu aucun... en tout cas, jusqu'à maintenant, j'ai eu aucune problématique. Aucune problématique. Non. Maintenant, pour ce qui est du logement, techniquement, ces gens-là arrivent. Est-ce que c'est vous, l'entreprise? Tu parles d'un camp forestier. Donc, ça, à ce moment-là, c'est assez... C'est inclus même pour les autres travailleurs. Donc, encore une fois... Bien, effectivement, comme ma situation est un peu différente, mais puis c'est saisonnier, nous autres, hein, on travaille du mois de mai jusqu'à peu près novembre, là, fait que c'est sûr que le camp forestier est une de toute façon, ils restent déjà à Montréal ou Sherbrooke, mais quand ils sont chez nous, bien, ils sont tous les jours chez nous, là, fait qu'il n'y a pas de problème au camp forestier. C'est à peu près ça. Et là, Michel, toi, il faut que tu les loges, là. Nous, en fait, 2 catégories. Ceux qui étaient à bas salaire, fallait payer leur billet d'avion. Maintenant, le logement, ce qu'on fait, ces gens-là arrivent ici, ils n'ont pas de code de crédit, ils n'ont pas de crédit bâti. Donc, l'employeur, nous, en tant qu'employeur, on a loué, on était le locataire des appartements et on leur rechargeait sur leur paie en même temps que les biens meubles. Nous, on a fait ça sur 1 an, dans tous les cas. Donc, au bout d'1 an, ils pouvaient transférer le bail à leur nom. Et ils devenaient propriétaires des biens meublants, des accessoires, la vaisselle, tout ça. Donc, pour leur faciliter la vie, en fait, en ayant été propriétaire d'immeubles à revenus aussi, je ne louais pas à n'importe qui. Donc, les gens qui sont inconnus ici, bien, l'employeur, tu te fais un devoir, tu ne paies pas, mais tu recharges les loyers, les biens meubles, ces choses-là, le nécessaire à la vie. Donc, c'est juste une bonne pratique. Merci. De ton côté? Oui, ça a été la même chose de notre côté. On a loué l'appartement la première année. Ils sont restés tous les 2 ensemble. J'avais pris le bail à ma charge et tout ça. Et puis, quand le bail s'est renouvelé en août dernier, là, ils ont décidé de partir chacun, de louer chacun leur propre appartement. Et puis, ils ont maintenant la responsabilité là, du bail
de leur logement. Et puis, c'est ça, au départ, on avait meublé l'appartement là, avec des lits, l'ameublement minimum là, pour pouvoir les accueillir. C'est sûr qu'eux, en étant déjà ici au Québec, ben, ils sont arrivés avec leur bagage. Ça a été peut-être un petit peu moins compliqué, là, mais j'ai dû quand même là, les aider à meubler au minimum là, Et vous en avez un qui repartait cette semaine, se marier, oui, j'en ai un qui repart, c'est sa dernière journée aujourd'hui, il repart dans son pays. Ça fait 3 ans qu'il n'a pas vu sa famille. C'est sûr, quand il est arrivé au mois de mars, la première journée où il est arrivé, c'est la première chose qu'il m'a demandé. Il dit, là, moi, je voudrais partir dans mon pays cet été pour pouvoir aller... Il veut marier sa conjointe pour probablement pouvoir la ramener ici au Québec. C'est sûr que là, à ce moment-là, je lui ai dit, ben... Tu as dit non. Pas pour le moment. Tu as dit non, tu voulais pas. Non, j'ai dit pas pour le moment. Non, mais c'est parce qu'il venait d'arriver puis il voulait partir. Mais j'ai dit, en décembre, vous pourrez penser peut-être, là, nous, c'est plus tranquille, c'est une période qui est un petit peu plus tranquille. Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Fait qu'il y en a un qui part demain et puis il y en a l'autre part, lui, un mois là, à partir de fin décembre. Ils retournent faire un tour dans leur famille. Maintenant, un échange que je vais avoir avec vous, c'est que comme dirigeant aujourd'hui, on raffine nos pratiques de ressources humaines. On amène de la flexibilité, on transforme notre culture de gestion, qui est plus collective, plus collaborative. On se doit de revoir nos modes de productivité. On a tous des défis énormes au niveau des ressources humaines. Avec des travailleurs québécois autour duquel nous nous adaptons à leur goût, à leurs intérêts. On fait une lecture beaucoup plus précise parce que le jeu des nombres nous force à le faire. Maintenant, vous recevez ces gens de plusieurs nationalités. Et Jonathan l'a effleuré un petit peu tout à l'heure. Les concepts de productivité et du travail de ces gens-là. J'ai entendu des histoires aussi dans le domaine des pêches, que ces gens-là, ils s'en viennent pour faire des heures. Donc, dans vos concepts, Michel, de ressources humaines, dans votre plan RH d'organisation, il faut tenir compte de tout ça, sûrement. En fait, nous, dans les usines de produits de béton, il y avait possibilité la première année de faire beaucoup de surtemps à cause des volumes. Donc, ces gens-là étaient les premiers volontaires. Souvent, faisaient du surtemps parce que les plus vieux employés syndiqués ne voulaient pas le faire ou ne voulaient plus le faire. Donc, ça a facilité. L'éthique de travail est différente. Nous, on a eu la chance, dans tous les cas, dans les cas des gens du Canada, ces gens-là avaient déjà des métiers dans leur pays, mécaniciens, soudeurs, machinistes. Ils s'en venaient faire de la production, donc ils comprenaient les outils rapidement. Et honnêtement, pour faire le travail qu'ils font, ils étaient déjà pas mal plus qualifiés que notre main-d'œuvre régulière. Donc, ça, c'est un fait de la vie. Au niveau des mécaniciens d'équipements lourds qu'on a réussi à recruter, premièrement, en Tunisie, il y a des écoles de métiers comme les cégeps ici. Ils sont diplômés. On pouvait vérifier les références. Dans leur dossier, il y a leur bulletin, les certifications qu'ils ont, des références de l'employeur. Donc, déjà là, je dois dire qu'ils étaient à un niveau déjà supérieur à la moyenne des mécanos qu'on embauchait. Donc, et ils arrivent, ils ont l'habitude des équipements, ils ont des bonnes éthiques de travail. Par exemple, en Tunisie, quand j'interviewais les gens, ils me disaient, bien, officiellement, selon le gouvernement, la semaine est 40 heures, mais on fait tous 60 à 70 heures. Mais on n'est pas payé. Donc, ils sont payés à la semaine et ils font du temps. Donc, ici, ils sont arrivés. Déjà là, le surtemps payé après 40 heures, ils étaient heureux. Et ta négociation syndicale pour... Nous, sont tous syndiqués. OK, donc on prépare le syndicat aussi dans ce processus-là. Oui, absolument, absolument. Le syndicat était partie prenante parce que les gens, veulent pas, en étant en manque de personnel, faisaient beaucoup de surtemps. Puis c'est plus vrai que même les vieux employés veulent travailler 60-70 heures semaine. Il faut s'enlever cette conception-là de notre tête. Même les gens de mon âge, on ne veut pas faire plus que 40 heures semaine. C'est fini le temps du 60 heures. Il faut admettre ça au départ. Donc, il faut les convertir en québécois, là. Il faut les convertir, mais vu que la différence de rémunération est souvent considérable, eux, ils regardent le total qu'ils font. Ils sont heureux.
OK. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, de l'adaptation. Jonathan, le jeu de la mathématique. Là, pour vous, là, le bassin était suffisant, mais de recourir à des immigrants dans un mode plus permanent, est-ce que c'est quelque chose que vous commencez à penser? Parce que la mathématique commence à fondre, là. Là, tu parles du modèle, Oui. de ce modèle-là. C'est sûr qu'on y pense de plus en plus. Puis d'ailleurs, je voulais tantôt, tu as dit, ils sont là pour faire des heures ou on fait Ouais. plus d'heures. Mais moi, je voudrais te corriger, là, parce que moi, c'est des hectares qu'ils viennent faire. Mais Ah, c'est des hectares, mais il faut que tu Ouais, convertisses c'est ça. en heures à quelque part. je peux vous dire là, que. Oui, c'est ça. Mais là, écoutez, ça ne me tente pas de faire des mathématiques sur la scène aujourd'hui, là, mais. Mais c'est ça. Mais je peux vous dire, par exemple, que depuis un certain nombre d'années, là, je vous l'ai dit tantôt, là, au-dessus de 60 de ma main-d'œuvre, c'est d'origine nationalité africaine. Puis depuis ce temps-là, ça me prend pratiquement la moitié de moins de travailleurs à faire mes contrats. Fait que ça, c'est un bon petit calcul mathématique quand même, là. Puis, ce que je veux dire à propos de ça, là, oui, je regarde le processus, c'est quand même, je vois que c'est quand même assez compliqué. Puis, ça s'applique mal encore à notre domaine. Je parlais tantôt, je n'ai pas son nom, là, Promotion Saguenay. Puis, j'ai dit, eux autres, ils organisent des missions pour, en tout cas, je ne volerai pas son punch, là, mais pour ça. Mais j'aimerais ça que ça soit, qu'on en ait une ou que ce soit appliqué. Parce que c'est sûr que, regarde, nous autres, c'est des hectares, hein. Nous autres, on paye à la production. C'est un des seuls domaines au Québec où ce qu'on ne paye pas en heures. Et puis, quand on va chercher ces gens-là, bien, puis en plus, nous autres, c'est saisonnier. Fait qu'aller chercher des gens dans leur pays pour faire quoi, 5 mois par année, après ça, on les retourne. Tu sais, fait que c'est difficilement applicable. Et puis, ces gens-là, si je les fais venir, bien, il faut que je les paye à l'heure. Puis, il faut que je leur paye la moyenne des débroussailleurs qu'ils font. Les débroussailleurs, ils sont payés à la production. Fait qu'ils font des Christy de bons salaires. Fait que moi, les gens qui arrivent, parce que le poste de travail des broussailleurs, c'est quand même, ça prend, on n'a pas tendance à y penser, mais ça prend quand même des qualifications. Il faut savoir limer, il faut savoir faire l'abattage directionnel, il faut savoir travailler avec le vent, la pente, tout ça. Fait que nous autres, on a des formations pour les nouveaux travailleurs comme ça, mais sauf que ces gens-là, si je vais les chercher dans leur pays, bien, ils ne sont pas éligibles à des programmes de formation. Puis ça, il faudrait peut-être que ça évolue aussi, là, parce que éventuellement, c'est vrai que probablement, on n'aura pas le choix. Il va falloir se lancer vers ça. Mais il va falloir que ça soit plus adapté à notre domaine. J'avais vraiment peur à cette perception-là, Jonathan, que ça paraisse trop compliqué. Puis je voulais surtout pas que ça tourne comme ça un matin. Au contraire, mais c'est normal qu'il faut apporter des situations, expliquer le fonctionnement. On va se prendre une question où on va virer le positif de l'aventure. Je voudrais que vous trouviez un événement qui a été touchant pour vous et qui est motivant pour les gens quand on entend parler de cette histoire-là. Il y a quand même du support dans le Québec, dans les régions. Il y a des choses qui se font. J'aimerais ça qu'on vire ça positif. Qu'est-ce qui a été le plus surprenant de votre côté ou la plus belle histoire que vous pouvez nous raconter face à votre expérience, Caroline? Je vais commencer par toi. Bien, je vous dirais, ces travailleurs-là, quand tu leur apprends, puis nous, on a eu la chance de leur apprendre en face. Ils étaient en face de nous quand on leur a appris qu'on leur offrait un contrat de travail. Puis quand tu leur dis que tu leur offres un contrat de travail, c'est comme s'ils venaient de gagner 1 million, là. Donc, pour eux, ils ne sont pas habitués de gagner des revenus comme ça. Là. Non, puis ils sont super contents. Puis, tu sais, ils sont là, puis tu as un contrat de travail de 3 ans, mais dès la première journée, ils disent « Oui, madame, on veut être ici 6 ans. On veut... » Tu sais, en tout cas, pour nous, les Tunisiens, ils ont une vision à long terme. Ils veulent s'établir ici. Ils veulent faire venir leur famille. Fait que nous, c'est ça qu'on recherche, là, tu sais. On se le cache pas que c'est difficile maintenant de dire, bien, que tu as des travailleurs qui sont avec toi depuis... Oui, tu as un certain noyau qui est avec toi depuis plusieurs années, mais les nouveaux travailleurs qui rentrent, c'est un petit peu plus difficile de les garder, de s'assurer de les avoir avec nous plusieurs années, tandis que ces travailleurs-là, bien, déjà au départ, ils voient une vision à long terme avec toi. Donc, c'est un côté très, très positif, oui. La confiance, la rétention. Oui. C'est une angoisse que nous avons tous comme travailleurs. Donc,
Donc, c'est une belle C'est ça, histoire. on s'assure au moins d'avoir ces travailleurs-là au minimum 3 ans et puis de pouvoir renouveler le contrat de travail là, si on le désire. Très intéressant. Après. Très intéressant. Michel, de ton côté. En fait, 2 volets à ça. Moi, j'ai été agréablement surpris par la vitesse d'intégration des travailleurs tunisiens. Nos 4 premiers sont à Québec. Au bout d'1 mois, il y avait tous des autos. Au bout de 2 mois, la conjointe d'un des gars était... l'épouse d'un des gars était revenue. La deuxième est arrivée 3 mois après. Et il y en a un qui revient de son mariage en Tunisie dans le but de faire arriver sa femme ici. Ils se promènent tous en BM. Ils ne sont pas neufs, mais les gars commercent des autos de temps en temps. Ils ont la chance d'avoir une grosse communauté tunisienne dans la région de Québec. Là. Tunisie, Maroc, Algérie. Il y a des restos, il y a des épiceries. Donc, c'est plus facile. Dans le cas de mes gens du Nicaragua, j'en ai déjà 2 qui ont des conjointes québécoises. Eux, ils vont être ici à tout jamais. Ils s'en viennent ici. Donc, ils sont intégrés. Dans le cas des gens qu'on vient de recruter, qui vont arriver ici ce printemps, j'ai 6 personnes qui vont arriver ici, nous, ce qu'on a comme critère, je demandais à ma consultante d'essayer de voir si les gens aiment le plein air, la chasse, la pêche. Alors, quand je faisais les entrevues, c'était des questions que je posais. Tu fais quoi comme loisir? Bien, il y en a un qui me dit carrément, il dit, j'ai regardé des sites, il y a beaucoup de parcs, il y a beaucoup de rivières. Moi, j'aime pêcher, j'aime aller à la chasse. J'ai vu qu'il y a des orignaux. Il avait appris le mot orignal, orignaux. Il dit, moi, je vais être heureux, je fais du plein air, puis ils connaissaient tous la neige, ils vivaient tous en région. Donc, les gens que j'amène ici, c'était des gens de région. Je n'ai pas emmené des gars de Tunis à Chicoutimi. Les gens de Tunis, je les amène à Québec. Plus facile. Donc, tu essaies de faire une infinité. L'autre facteur intéressant, ne jamais faire venir une personne seule, s'il vous plaît. Ça, c'est à proscrire. C'est pensez à vous, vous vous faites déraciner, vous en allez d'un autre pays seul, vous ne connaissez pas rien du fonctionnement, vous allez être perdu. À 2, c'est toujours mieux. Donc, mais succès, rapidité d'intégration, parce qu'ils parlaient français, et même les gens du Nicaragua, c'est des gens chaleureux qui tiennent en groupe, ils aiment bien socialiser, donc ils s'intègrent rapidement. Donc, vous amenez plein de points positifs, puis écoute, l'écosystème, selon vous, le service de support, on va entendre parler tout à l'heure de bien des organisations qui supportent. Pensez-vous que ça a évolué? Michel, Jonathan, vous travaillez dans cet enjeu-là depuis un certain temps. Votre opinion, est-ce que notre gouvernement en place, d'abord, avec tout ce qu'il peut mettre comme service, est-ce que vous sentez qu'on est dans la bonne direction pour appuyer cette solution? En fait, au niveau gouvernemental, le gouvernement du Québec avance, essaie d'avancer. Il y a une dichotomie entre ce qu'il fait et ce que le fédéral fait aussi. Il ne faut pas oublier que ces gens-là viennent prendre un travail qui est d'abord et avant tout destiné à un Canadien. Donc, on a toujours le fardeau de la preuve qu'on n'est pas capable d'embaucher. Et il y a des conditions à ça, donc il faut prouver ça. Le Michel, gouvernemental... Pour le monde, comment ça marche? Comment tu fais ça, cette preuve-là? Bien, en fait, il y a des critères comme bas salaire, haut salaire, métier en pénurie, métier qui n'est pas en pénurie. Donc, ça change la vitesse du processus. Lorsque comme dans notre cas, les employés spécialisés, métier en pénurie au Québec, salaire en haut de 23,8 $, tu n'as pas à prouver que tu as affiché des emplois. Donc, tu n'as pas à prouver l'affichage dans au moins 3 moyens de recruter, c'est-à-dire les journaux, les sites d'emploi, tout ça. Quand tu tombes à bas salaire, qui n'est pas un métier spécialisé, il faut que tu fasses la preuve que pendant une période de temps, tu as affiché Emploi Québec, Guichet Emploi Canada et au moins un autre moyen, et que tu n'as pas eu de candidat valable pour remplir les postes. Donc, tu dois donner des noms, des dates, des résultats d'entrevue. Alors, c'est très demandant. Mais le gouvernemental est compliqué. Pour le reste, c'est vraiment facile. Il y a vraiment des organismes que j'appelle facilitateurs qui existent déjà pour les communautés d'immigrants dans toutes les régions. Fait que se fier à vous, à eux, aux organismes de développement économique, aux chambres de commerce qui commencent à offrir les services un peu partout. Donc, allez feuilleter, fouiller un peu sur Internet, vous allez trouver plein de ressources, il y en a plein. Mais la problématique est pour tout le monde. C'est une rareté de main-d'œuvre qui ne reviendra pas. Il y en a moins de monde. Donc,
c'est un des moyens qui va faire en sorte qu'on va être capable de combler au moins peut-être les départs à la retraite. Avec les statistiques qu'on connaît, c'est clair que c'est une solution qui est nécessaire. Je vais vous demander, pour conclure, de donner vos conseils aux gens qui sont dans la salle. Un conseil ou deux ou trois. Comment accueillir des travailleurs autres que des Québécois dans vos organisations. Donc, quels pourraient être vos conseils avec votre expérience que vous avez vécue jusqu'à maintenant? Je vais aller commencer avec Jonathan. Bien, je vais y aller avec un conseil bien simple, c'est naturel, là, c'est de faire preuve d'ouverture d'esprit, d'une grande ouverture d'esprit. Après ça, d'être à l'écoute de ces gens-là ou à leurs besoins qui sont peut-être un petit peu différents, de savoir comment on peut s'adapter, puis de les guider le plus possible dans la mesure où qu'on puisse le faire, là, dans nos entreprises, dans nos communautés. C'est naturel, mais c'est comme ça. Merci, Jonathan. On va rester simple. Merci. Michel, de ton côté? Comme Jonathan, gros bon sens, ouverture. D'abord et avant tout, il faut se regarder. Est-ce qu'on offre des conditions compétitives? Est-ce que nos employés actuels sont bien? Si tu as 30-40 de roulement de personnel parce que les conditions ne sont pas bonnes, ben tu ne t'aides pas, là. Je veux dire, c'est pas correct. Tout le monde a vu l'histoire hier à Saint-Just, dans Montérégie, les travailleurs agricoles, que le gars ne payait pas puis qu'il louait à ses voisins, là. Alors, ça, donc, du gros bon sens, de l'ouverture d'esprit, communiquer à ces travailleurs actuels que, écoutez, vous le voyez, on n'est pas capable de vous trouver d'apprentis ou de compagnons. Les gens, ils comprennent, ils veulent travailler, ils veulent avoir une vie correcte aussi. Donc, c'est ça, il faut se regarder dans le miroir, faire en sorte d'être compétitif, pas nécessairement les meilleurs, mais d'être compétitif dans son industrie, puis être présent, puis communiquer les changements. C'est tout. Merci. Puis, Caroline et vous tous, là, si tu n'as pas une culture RH adaptée aujourd'hui, c'est pas une solution qui va venir guérir ta culture, là. Il faut que tu te prépares avant. Il faut que tu aies une culture de ressources humaines qui soit adaptée, hein, à ce que j'entends de votre part, là, avant d'embarquer dans l'aventure. Toi, un conseil ou deux, Caroline? Bien, moi, je vous dirais de ne pas hésiter, de foncer. La première fois est toujours plus difficile, mais vous ne le regretterez pas. Puis, un petit conseil aussi, bien, c'est d'être présent pour eux. Tu sais, ils arrivent dans une nouvelle entreprise, une nouvelle culture. C'est sûr qu'ils vont demander peut-être un petit peu plus que des travailleurs québécois, mais d'être là pour eux, de les accompagner quand ils font des démarches. Ça peut paraître banal, mais c'est beaucoup apprécié, puis c'est ce qui fait qu'ils vont aimer travailler ici. Écoutez, je vous écoute, je regarde ce qui se passe sur le terrain. C'était fort inspirant. Donc, on a parlé de parrainage tout à l'heure, de nommer des mentors, préparer l'entreprise, accueillir. Donc, adapter notre organisation pour être accueillant. Moi, je considère que vous avez été inspirant pour nous, comme entrepreneurs, comme organisation régionale, de s'ouvrir à cette solution. Donc, et tout à l'heure, on va avoir des gens qui vont venir nous parler des moyens, des services dans la région. Mais je crois que vous nous avez convaincus que ça se fait, que c'est pas compliqué. C'est sûr qu'évidemment, qu'il y a des processus à suivre, il y a des choses à faire. Et vous avez certainement eu des étapes au début que vous c'était à refaire. Vous le feriez autrement. Mais je vous pose la dernière question. Effectivement, si c'était à refaire, Caroline, est-ce que tu recommencerais? Oui. Et tu vas continuer? Oui, je continue. On est en processus pour 2 nouveaux et puis ce ne sera sûrement pas les derniers. Michel, de ton côté? Nous, c'est évident, devant la rareté de talent et de main-d'œuvre, on va répéter, on va continuer, parce que c'est un moyen d'aller chercher des compétences. Il faut s'ouvrir à ça. Il n'y a plus assez de monde. Jonathan? 100%. Puis même qu'à force de les écouter, là, j'ai envie de plus en plus de peser sa pédale, puis ouais, go, on y va. Bien, écoutez, il me reste à vous remercier de votre témoignage ce midi. Ça fut inspirant. Donc, on leur donne une poignée de main, la gang. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci, Caroline, Michel, Jonathan. Je vais vous demander de partir avec vos micros. Vous allez les remettre à Claude et il pourra les désinfecter. Éric, merci. Tu pourras prendre place à la table juste devant. Les entreprises peuvent être accompagnées du début à la fin par des services du gouvernement du Québec, donc le gouvernement du Québec qui supporte les entreprises à travers les différents programmes. Et 2 personnes vont vous en parler ce midi. Lison Réaume, directrice régionale de Services Québec. Lison, je te vois pas, là. Je te vois plus. Ah, Lison! Et Marc Simard, directeur régional du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Marc, ceux-ci aborderont les services, le soutien financier qui sont offerts aux employeurs par le gouvernement du Québec à travers de chacune des étapes qui jalonnent le recrutement, l'intégration, le maintien en emploi de cette nouvelle main-d'œuvre. À vous 2. Merci. Alors, ça fonctionne? Parfait. Que de belles histoires aujourd'hui. Hein? Je pense que vous avez entendu des histoires étoffées, structurées, des gens qui ont réfléchi, qui ont travaillé fort pour faire en sorte d'avoir des succès, des modèles qui sont complètement différents. Ça vous a permis aussi d'être en contact avec des statuts d'immigration aussi qui sont différents. Hein. Vous le savez, les statuts d'immigration relèvent du gouvernement fédéral, sauf que le Québec s'attaque, je vous dirais, à la question de la rareté de main-d'œuvre sous plusieurs angles et la question du recrutement international en fait également partie. Alors, notre intention à Marc et moi aujourd'hui, c'est pas de vous faire une liste de programmes. Ce serait plate à mort. Alors, c'est quand même un dîner de Noël, un brunch de Noël. Alors, on a tenté de vous rendre ça peut-être un peu plus intéressant. Et vous allez comprendre pourquoi on ne vous présente pas les programmes. C'est parce que ce n'est pas nécessaire de les connaître. En fait, le phénomène de rareté de main-d'œuvre, vous savez, affecte notre région depuis quand même beaucoup moins longtemps que les autres régions du Québec. Il y a 5 ans, là, on ne parlait pas de rareté de main-d'œuvre. Vous avez entendu les exemples qui vous ont été donnés. On parlait de 2019, 2020, 2021. Donc, on n'est pas depuis 100 ans, nous, ou plutôt comme d'autres régions du Québec, depuis 10 ans, voire 12 ans, 14 ans, dans le problème de rareté de main-d'œuvre. On a été longtemps en surplus d'emploi, en surplus de main-d'œuvre et plutôt en rareté d'emploi. Aujourd'hui, au cours des dernières années, on est rentré de plein fouet, je vous dirais, dans la question de la rareté de main-d'œuvre. Et depuis la dernière année, on sent une accélération donc, de la rareté de main-d'œuvre, d'où l'idée de se mettre en action. On est conscient que la rareté de main-d'œuvre, c'est un défi de taille pour les entreprises. Hein? Oui, parfois, vous vous battez pour avoir des contrats, vous réfléchissez, mais là, aujourd'hui, vous vous battez pour avoir de la main-d'œuvre. Et je pense que vous mettez toute votre imagination en profit pour pouvoir relever ce défi-là. Mais, comme vous l'avez vu, il n'y a pas qu'une seule solution à la rareté de main-d'œuvre et une des grandes erreurs serait sans doute de se conforter dans une seule des solutions. Il faut vraiment analyser l'ensemble des options qui sont disponibles pour pouvoir faire les meilleurs choix, mais d'améliorer nos pratiques, notamment dans le domaine du recrutement. Et la question du recrutement international fait partie effectivement de ces solutions-là qui a lieu d'explorer quand on est rendu à cette étape-là. Donc, avant de vous lancer dans le recrutement international, tout à l'heure, on entendait, il faut quand même faire des démonstrations au gouvernement fédéral qu'on n'a pas été en mesure de recruter au Québec et au Canada. Mais de façon naturelle, il est beaucoup plus simple, vous l'aurez compris, quand on recrute près de chez nous. Alors, il faut, avant de se lancer dans le recrutement international, commencer par explorer toutes les avenues qui sont à notre portée. Donc, parce que ces avenues-là sont aussi moins coûteuses et moins longues, vous l'aurez compris. Donc, au moment où vous rencontrez une difficulté en matière de rareté de main-d'œuvre, des difficultés de recrutement notamment, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, par le biais de Services Québec, peut vous accompagner pour clarifier vos besoins et explorer les différentes solutions qui s'offrent à vous. Vous savez, la première des choses, puis on l'a entendu, dans le fond, nous, on vous revient un peu avec, si on veut, comme l'approche un peu plus théorique. On a commencé par des approches un peu plus pratiques, mais la première des choses, c'est de regarder au sein de l'entreprise qu'est-ce que vous êtes en mesure de faire. Alors, l'amélioration des pratiques RH, vous en avez entendu parler tout à l'heure, c'est la première des choses. On aura à les améliorer pour nos propres travailleurs, mais on aura aussi à les améliorer dans la mesure où on accueille des travailleurs étrangers. Donc, avoir des meilleures stratégies de recrutement, développer votre marque employeur, par exemple, assurer la fidélisation de votre propre personnel. On a entendu parler de taux de roulement tout à l'heure. On peut comprendre que le meilleur recrutement qu'on peut faire, c'est celui qu'on n'a pas besoin de faire. Alors, vous aurez compris que la fidélisation, c'est fondamental.
Ensuite, explorer les possibilités de mobilité à l'interne. Vous avez déjà des candidats qui sont ancrés, dans le fond, dans votre entreprise que vous connaissez. Vous êtes capable de repérer les potentiels. Donc, peut-être qu'ils n'ont pas encore complètement le savoir-faire, mais on peut penser, dans le fond, à assurer la formation de ces gens-là, l'acquisition de compétences pour accéder à des niveaux supérieurs dans l'entreprise et à ce moment-là, libérer des postes d'entrée qui vont être plus facilement comblés. Ensuite, l'amélioration de la productivité. Tout à l'heure, Sandra en a parlé. Ça peut se faire par le développement des compétences de la main-d'œuvre qui est déjà en place ou encore en entrant progressivement dans la transformation numérique. Et quand on parle de ça, parfois, les entreprises font « Mon Dieu, je ne suis pas rendu là ». Mais la transformation numérique, ça se fait par petits pas. On n'a pas besoin d'avoir un grand projet de transformation numérique. Parfois, on commence par progressivement des petits projets d'automatisation qui viennent réduire, dans le fond, le temps ou la nécessité de main-d'œuvre pour faire certaines tâches. Et bien, finalement, on peut penser à plus long terme à avoir un vrai projet de transformation numérique pour lequel, actuellement, vous l'avez vu, plusieurs programmes déjà ont été annoncés, ils sont disponibles. Maintenant, une fois qu'on a travaillé à l'interne, on regarde à l'externe de l'entreprise, mais toujours à proximité. On regarde notre ville, on regarde notre région, on regarde le Québec et on regarde le Canada. Vous le savez, actuellement, dans notre région, il reste encore des bassins de main-d'œuvre, bien qu'on a l'impression qu'on a de la difficulté à les dénicher. Mais il y a quand même une certaine tranche de la population qui, actuellement, est inactive sur le marché du travail. Et si elle est inactive, c'est qu'il y a certaines raisons. D'autres cherchent du travail, mais n'ont pas tout à fait, dans le fond, quand vous les rencontrez, peut-être le savoir-être, le savoir-faire. Alors, on peut travailler à développer, dans le fond, ces potentiels-là qui dorment en quelque part aussi dans notre région. Et vous aurez compris que travailler ça, parfois, tout à l'heure, j'entendais, ceux-là qu'on recrute, les derniers qu'on recrute ont encore moins de savoir-faire que les avant-derniers. Mais vous aurez compris que c'est beaucoup plus simple de travailler avec quelqu'un qui est déjà ancré chez nous que d'aller chercher quelqu'un à l'international et de l'ancrer pour faire en sorte qu'il puisse rester à long terme. Donc, comme je le disais, c'est vraiment en multipliant les différents moyens qui sont à notre portée qu'on va arriver à relever le défi. Et le recrutement international doit être dans notre écran radar, mais ce n'est pas nécessairement la première chose à faire. Il faut finalement qu'on soit rendu là quand on veut déployer ces moyens-là. Donc, des groupes qui sont traditionnellement moins présents sur le marché du travail, dans des métiers plus typiquement masculins, par exemple, la main-d'œuvre féminine peut être une des avenues de solution. Ensuite, on pense, par exemple, aux gens qui sont issus des Premières Nations, aux personnes qui vivent en situation avec un handicap, par exemple, qui peuvent très bien faire certaines tâches. Vous seriez surpris de voir la quantité de main-d'œuvre qui sont des personnes en situation d'handicap, qui ont des formations qualifiantes, donc qui ont des compétences qui ont été développées et à qui on ne donne pas l'opportunité d'accéder au marché du travail. On pense aux personnes qui sont judiciarisées, mais on pense aux personnes, et on a entendu tout à l'heure, des personnes qui sont immigrantes, mais qui sont déjà au Québec. Alors, c'est quelques exemples, et on peut penser aussi aux gens qui ont plus de 55 ans, qui ont fait le choix de se retirer du marché du travail, mais qui pourraient quand même devenir une main-d'œuvre intéressante si on adaptait. On a entendu pour les personnes immigrantes qui arrivent de l'étranger, on doit nécessairement adapter des choses, sauf qu'on peut penser que pour des travailleurs qui ont plus de 55 ans, j'en fais pratiquement partie. Dans le fond, il faudrait adapter ces horaires-là. Je pense que je vais en parler à mon patron. Donc, et pour faire ça, dans le fond, le réseau des bureaux de Service Québec est présent sur l'ensemble du territoire régional. C'est 6 bureaux qu'on compte dans la région, 3 notamment au Saguenay. Mais dans chacun de ces bureaux-là, ce qui va particulièrement vous intéresser, c'est qu'on retrouve des conseillers aux entreprises. Donc, les conseillers aux entreprises de Service Québec qui sont pas des gens qui habitent à Québec, à Montréal, ce sont des gens qui habitent dans notre région, qui sont ancrés dans nos territoires locaux, qui connaissent bien le marché du travail à l'échelle locale et à l'échelle régionale. Et ça peut bien nous aider quand on identifie les solutions. Vous savez, souvent, avec les services gouvernementaux, on a une approche comme entreprise, on doit avoir un projet et on va déposer notre demande dans le cadre d'un programme qui est ciblé. Avec Service Québec, l'accompagnement est totalement différent. Donc, c'est une approche vraiment qui est à contresens de ce qu'on a l'habitude de connaître. Chez Service Québec, c'est avant tout un service conseil. Donc, nos conseillers aux entreprises, ils sont là pour vous accueillir dès que vous rencontrez une difficulté. Vous n'avez pas besoin d'arriver avec un projet tout fait. Dans le fond, l'idée, c'est d'aller cogner à la porte du conseiller aux entreprises dès que vous avez une difficulté ou un défi à relever en matière de main-d'œuvre et d'emploi. Et dans le fond, lui, son rôle, c'est de vous guider pour faire en sorte que vous soyez en mesure d'identifier les meilleures solutions et vous offrir le soutien financier auquel vous avez accès.
Quand je vous parlais tout à l'heure qu'il n'était pas nécessaire de connaître, dans le fond, l'ensemble des programmes, bien, c'est ça un peu. C'est que c'est lui qui va porter sur ses épaules la responsabilité de trouver, dans le fond, le bon levier pour vous aider. Donc, avant de songer au recrutement international, la première étape, c'est vraiment de faire évaluer votre situation par un conseiller aux entreprises dans les bureaux de Service Québec, qui va regarder avec vous toutes les options disponibles là, de recrutement au Québec. À terme, si l'option à l'étranger est envisagée ou est privilégiée, à ce moment-là, un conseiller à l'immigration régionale sera interpellé. Donc, un conseiller du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, communément appelé le MIFI. On travaille en collaboration, donc la porte d'entrée est la même. Donc, la personne présente sa demande au Bureau de Service Québec et les conseillers travaillent étroitement en collaboration. Au cours des dernières années, le MIFI s'est rapproché de la région et a mis en place une direction régionale sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, afin de simplifier les démarches, mais comme je l'ai précisé tout à l'heure, on est dans les bureaux de Service Québec, qui est la porte d'entrée pour l'ensemble des services du ministère. Alors, en plus du soutien financier qui est disponible pour vous appuyer dans vos démarches d'amélioration à l'interne et votre recrutement au Québec, Service Québec peut aussi vous soutenir financièrement dans les démarches également à l'étranger. Par exemple, il est possible, et là, vous avez vu, hein, il y a toutes sortes de situations, il y a toutes sortes de cas de figure, dans le fond. Alors, tout ce que je vous dis n'est pas nécessairement applicable, d'où l'idée de ne pas nécessairement connaître l'ensemble des programmes et de se laisser guider par le conseiller. Alors, bien, on peut, par exemple, financer en partie les frais de mission de recrutement à l'étranger. Alors, ce que ça vous coûte pour vous rendre à l'étranger dans vos missions, les frais d'immigration des personnes que vous allez recruter, par exemple, au moment où ce sont des personnes qui sont des immigrants qui vont finalement s'installer au Québec, le remboursement partiel, par exemple, des frais de déménagement de ces personnes. Alors là, vous aurez compris que parfois, on est dans des travailleurs étrangers temporaires, parfois, on est dans de l'immigration permanente. Donc, tout à l'heure, on donnait des cas de figure où on est allé chercher des talents particuliers. Alors, il faut vraiment prendre le temps d'examiner tout ça. C'est quand on est rendu à l'étape, dans le fond, de la solution, où là, on va vous offrir certains leviers financiers pour le faire. Donc, à l'étape du recrutement international, on l'a vu tout à l'heure, il est intéressant de commencer ou de le travailler en parallèle à regarder les personnes qui sont déjà sur le territoire québécois. Donc, on pense entre autres aux étudiants étrangers, aux diplômes québécois qui ont des permis de travail post-diplôme. On pense aussi aux travailleurs étrangers temporaires qui ont je vous dirais, des permis de travail ouverts, ainsi que les conjoints et conjointes des travailleurs qui sont étrangers. Pourquoi le faire au préalable? Bien, il y a trois motifs. Je vous dirais réduction des frais. Donc, la personne est déjà au Québec, donc ça coûte un peu moins cher. Ça peut raccourcir aussi les délais de recrutement de la main-d'œuvre et ça facilite aussi l'intégration de la personne parce qu'elle est déjà au Québec puis elle a déjà des ancrages ici en sol québécois. Les conseillers en immigration ont accès au système ARIMA qui permet de faire l'arrimage entre les individus et les entreprises. Le système ARIMA a deux interfaces, soit celle des individus et des entreprises. Au niveau de l'interface entreprise, deux options sont offertes à vous, soit l'option pour les missions Québec et le portail employeur, d'où l'entreprise peut inscrire son offre d'emploi et ce qui permettra aux personnes immigrantes de pouvoir vous contacter pour être passées en entrevue. En ce qui a trait au recrutement à l'étranger, bien, on a les missions Québec qui existent, qui sont offertes par le ministère. Et on a les employés qui travaillent dans les bureaux du Québec à l'étranger, bien, connaissent bien les pays où ils travaillent et font aussi le lien entre les compétences exigées et demandées pour les métiers et les professions sur le sol québécois. Donc, le lien se fait et ça permet, quand on recrute une personne, bien, qu'elle a déjà les compétences nécessaires pour effectuer le travail ici dans nos entreprises. Alors, Service Québec offre aussi une panoplie de services, dans le fond, et de programmes pour vous aider à préparer votre milieu de travail avant l'arrivée des travailleurs étrangers, mais également préparer leur arrivée.
En fait, c'est bien de les recruter, mais vous aurez compris, hein, avec les exemples qu'on a eus tout à l'heure, qu'une fois arrivé, le travail n'est pas terminé. Le travail ne fait que commencer, en fait. Alors, notamment, on peut, par exemple, soutenir le développement des bonnes pratiques en gestion de ressources humaines, les activités d'accueil, la préparation des activités d'accueil, d'intégration, la préparation des collègues, on l'a entendu tout à l'heure, hein, la préparation, dans le fond, des gens qui vont, en quelque part, être en support aux personnes immigrantes qui vont arriver. Le soutien à l'embauche, parfois, il y a des subventions salariales qui peuvent s'appliquer, ou encore diverses options pour développer des compétences complémentaires. Parfois, ils ont des compétences dans leur pays, mais par exemple, nos processus de production, notre machinerie, parfois sont différentes. Alors, on peut aussi financer, dans le fond, le développement de compétences complémentaires et notamment la question de la francisation en milieu de travail. Donc, comme vous le savez, hein, comme on l'a dit, les statuts d'immigrants sont nombreux, ça relève du gouvernement fédéral. Alors, différentes options s'offrent. Mais par exemple, pour le développement des compétences, parce qu'on ne veut pas vous présenter un ensemble de programmes, mais en quelque part, il faut vous donner quand même quelques exemples. Le programme d'apprentissage en milieu de travail, par exemple, vous permet d'avoir accès à des crédits d'impôt et vous permet d'aller développer, dans le fond, les compétences de votre main-d'œuvre en le faisant accompagner, par exemple, donc par un compagnon, dans le cadre d'une démarche qui est structurée. Alors, on ne parle pas juste d'une démarche de mentorat, là, on parle vraiment d'une démarche structurée pour le développement de compétences qui sont particulières. La formation, par exemple, qui est offerte à l'interne ou à l'externe, donc peut être financée. On a parlé aussi de la question de la subvention salariale, donc pour l'embauche de la personne, combler la difficulté ou je dirais le manque de productivité au départ, par exemple, de l'embauche, jusqu'à ce qu'on atteigne un niveau de production qui est attendu. Donc, dès l'émission du certificat d'attestation du Québec, communément appelé CAC, ou du certificat de sélection du Québec, communément appelé CSQ, à la personne immigrante, le MIFI dispose d'agents d'aide à l'intégration dans les bureaux de Service Québec toujours, qui pourront accompagner à distance vos candidats dans leur préparation pour s'installer ici au Québec. Le processus de recrutement pourra également, que le processus de recrutement soit complété ou pas. Donc, c'est ce qui pourrait être intéressant. Et l'accompagnement va se poursuivre dès l'arrivée de la personne immigrante en sol québécois. L'accompagnement pourra aussi permettre à la personne immigrante de commencer sa francisation dès l'étranger. Donc, avant d'arriver ici, la personne immigrante aura la possibilité de se franciser, d'apprendre le français. Finalement, c'est bien, comme on l'a dit, hein, de l'avoir recruté, implanté, installé, intégré, ça va bien, sauf qu'il faut s'assurer que ça continue d'aller bien. Et là, il faut aussi se préoccuper de la question du maintien en emploi. Vous savez, parfois, il arrive certains enjeux, des différences culturelles, des accrochages. Tout à l'heure, hein, on posait la question, est-ce qu'il y a eu des enjeux, des accrochages? Finalement, ça va bien, on avait 3 beaux cas de figure, on était contents, mais ça arrive parfois. Alors, dans le fond, ce qu'il faut s'assurer, parce que sinon, tous ces efforts-là seraient vains si on n'arrive pas à maintenir la personne en emploi. Alors, on est à l'étape de se préoccuper quand il arrive des enjeux. Il y a des ressources spécialisées qui peuvent vous aider, c'est-à-dire... nous, on a des ressources, on travaille avec un réseau de partenaires, notamment au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 2 ressources spécialisées, Porte ouverte sur le lac et Inclusia. Donc, peuvent aller faire des démarches individuelles avec la personne, aller l'aider, dans le fond, à faire en sorte de comprendre davantage le fonctionnement du marché du travail chez nous, comment on fonctionne, comment on travaille. Tout à l'heure, hein, j'entendais, il y a quelqu'un qui disait, oui, l'impôt, les gens pensent qu'on les vole hein, parce qu'on fait des retenues à la source. Mais ça permet d'avoir une personne externe qui vient expliquer tout ça, dans le fond, aux travailleurs et qui parfois fait le pont aussi avec le superviseur de premier niveau pour être sûr qu'on obtienne un résultat à terme et que la personne se sente confortable et que l'employeur et l'employé puissent y trouver leur compte. En conclusion, on espère que ça a pu vous éclairer, je vous dirais, juste à vous donner un éventail des choses qui sont possibles. Mais je crois que s'il y a 2 choses qui sont à retenir de la présentation d'aujourd'hui, bien, premièrement, c'est qu'une rencontre avec un conseiller aux entreprises de Service Québec va vous permettre d'explorer toutes les avenues qui s'offrent à vous pour pouvoir contrer la rareté de main-d'œuvre. Il n'y a pas lieu d'attendre d'avoir un projet précis. Ce n'est pas nécessaire. L'idée, c'est d'avoir un problème. Et je pense que vous êtes plusieurs dans la salle à en avoir un. Alors, l'idée, c'est d'avoir un problème ou d'avoir un défi à relever.
À ce moment-là, le conseiller, lui, son travail, ça va être de bien comprendre où vous en êtes, de cerner vos besoins, de comprendre le chemin que vous avez déjà parcouru et qu'est-ce qui accroche toujours, d'explorer avec vous l'ensemble des solutions puis de convenir des meilleurs moyens pour pouvoir les mettre en œuvre et finalement de vous offrir à chacune des étapes le soutien financier auquel vous pourriez avoir droit. Deuxièmement, c'est que le personnel du MTES et du MIFI travaille en étroite collaboration pour simplifier vos démarches de recrutement à l'international. Alors voilà, 2 choses seulement à retenir, c'est quand même assez simple. Donc, on vous remercie de votre attention, puis on vous invite, dans le fond, à rencontrer les conseillers en immigration et les conseillers aux entreprises, donc, qui sont présents dans notre kiosque. Merci. Donc, on poursuit notre activité. Vous avez mangé un dessert, donc on a-tu besoin de faire un peu d'exercice, une petite danse, on se lève, se dégourdir, non? Vous êtes correct? Non, mais on est Noël, là. C'est un déjeuner de Noël, là. On continue. Nous avons eu des cas d'entreprise tout à l'heure qui finalement vous donnaient des réponses, probablement à vos interrogations, à savoir si on emboîte le pas dans l'aventure. On a eu effectivement Marc et Lison qui sont venus parler de Service Québec et les services. Et maintenant, j'inviterai 3 personnes qui vont venir également continuer dans le commun, le coffre à outils dans notre région, entre autres. Donc, j'inviterai M. Marc Audet, président et chef de direction de Auray Sourcing, œuvrant dans le domaine de l'immigration économique depuis 25 ans. Marc Audet est le président et chef de direction du groupe Auray, une filiale de Raymond Chabot Grant Thornton, qui est composé également de Auray Capital Canada, un courtier en valeurs mobilières spécialisé en immigration d'affaires. Auray Sourcing International, une firme spécialisée en recrutement de travailleurs étrangers temporaires, et Auray Sourcing Immigration, un cabinet d'avocats spécialisé en immigration et présent dans les 11 bureaux de chez Raymond Chabot Grant Thornton en région. Bonjour Marc. Bonjour. Je pense que c'est eux qui ouvrent le piton. 1, 2, 2, c'est oui. bon. Merci Éric. Oui, merci. Claudia Fortin. J'invite Claudia Fortin, directrice des services aux entreprises de Promotion Saguenay depuis 2016. Madame Claudia Fortin est directrice du service aux entreprises de Promotion Saguenay, la Société de développement économique de Ville-Saguenay. Elle dirige l'équipe des conseillers aux entreprises depuis 2019. Elle est responsable du service d'attraction de main-d'œuvre. Bonjour, Claudia. Bonjour, Éric. C'est un plaisir de te recevoir ici. Et maintenant, Cathy Langlais. Cathy, qui est directrice conseil ressources humaines chez le groupe Transformation des affaires de Raymond Chabot Grant Thornton, forte de plus d'une quinzaine d'années d'expérience dans le domaine de la gestion des ressources humaines, de la gestion de programmes de formation en industrie, du développement organisationnel et de l'accompagnement coaching en gestion. Elle a participé à la création et à l'animation de plusieurs séances de formation en supervision de premier niveau, au développement du leadership et en gestion de la performance individuelle. Donc, nous voici donc dans le comment. On va approfondir, on va poursuivre dans le comment avec vous 3. Je vais commencer en ordre. Je vais commencer avec toi, Marc. Je vais te poser une question, la question qui tue. Ça coûte comment, ça, cette histoire-là? Comment ça coûte faire affaire avec une organisation comme la vôtre? Je dirais, en entrepreneur, c'est pas qu'est-ce que ça coûte, c'est qu'est-ce que ça rapporte. OK. Donc, si tu peux faire l'équation. Je pourrais passer en politique, peut-être après. Tu réponds pas à la question. Non, effectivement, les enjeux d'entreprise, la réalité, je dis ça en farce, mais c'est la réalité aussi. Comment ça coûte une entreprise de la manque de main-d'œuvre actuellement, de ne pas sortir les contrats, de ne pas être à temps, de faire de l'overtime, peu importe c'est quoi la situation. Donc, dans le manufacturier, notamment avec les marges bénéficiaires qu'ils ont, souvent, la règle du pouce, on dit qu'un salaire peut rapporter peut-être en revenu, peut-être 3 fois le salaire de l'employé, tout ça. Donc, c'est ce côté-là qu'il faut regarder. L'autre côté, il faut regarder aussi, je pense, le volet éventuellement la relève entrepreneuriale de l'entreprise, la valorisation de l'entreprise. Une entreprise qui roule à 80 de sa capacité, mais il va le vendre à 80 du prix aussi. Donc, c'est tous des petits enjeux qui sont là. Pour venir à ta question de base, au niveau je dirais, en date d'aujourd'hui, à la réalité, je dirais 2019-2020, tu avais une prime vraiment à aller à l'international, dépendant des firmes. Comme je disais, il y a des gens qui vont se spécialiser sur un pays ou sur un métier, puis ont des honoraires de X, Y, Z. D'autres qui vont avoir une autre approche générale. Mais je dirais la règle du pouce aujourd'hui pour les entrepreneurs et les gens qui sont ici aujourd'hui,
je dirais, c'est le coût du recrutement, du domestique. À ça, on ajoute les frais gouvernementaux qui sont environ de 1 600 $, tout inclus, plus, comme Michel mentionnait, quand les gens, tantôt à bas salaire, il faut payer le billet d'avion. Donc, si on parle d'un 1 500 $. Donc, la règle du push, je vous dirais, c'est le coût que ça vous coûterait pour une ressource domestique, plus environ 3 000 $ dans le marché actuellement. C'est parce que l'affichage et tout ce que ça prend comme énergie au niveau du domestique fait en sorte que ça a aussi les coûts aussi pour l'entreprise. Merci, Marc. Je vais y aller avec Cathy pour la deuxième question. Cathy, on a eu des témoins tantôt, tout à l'heure, qui parlaient de belles histoires, 3 cas différents. Et j'ai insisté sur la préparation de l'entreprise. Comment les gens dans la salle, là, comment on se prépare à ce processus-là? Comment on prépare notre organisation? Bien, je ferais du pouce un peu. J'ai pris plusieurs notes. Hein. Moi, je prends toujours des notes pour faire des liens avec les gens qui on a vu plus tôt. Lison a mentionné la préparation de l'organisation. Puis je vous dirais, de prime abord, c'est regarder. Puis c'est Michel qui disait qu'il faut se regarder dans le miroir, hein, qui on est. Donc, qu'est-ce que j'ai, moi, dans l'entreprise? Où est-ce que je m'en vais? Puis qu'est-ce que je vais avoir de besoin plus tard? Fait qu'il y a tout le volet formation. Donc, dans la préparation, votre planification stratégique de vos ressources humaines, tu sais, qu'est-ce que j'ai maintenant? Où je veux aller? Puis entre les deux, comment je peux combler l'écart? Donc, on a eu toutes sortes de façons. Une des façons, c'est d'aller avec l'immigration. Mais, tu sais, je vais appeler ça l'indice de diversité. Fait que je viens de créer un nouveau produit, Éric. Fait qu'on va travailler là-dessus. L'indice de diversité, c'est votre questionnaire interne. Est-ce que moi, je suis prêt comme entreprise? Est-ce que je suis prête à recevoir des gens de d'autres pays? Est-ce que mes employés sont prêts? Est-ce que mes gestionnaires sont prêts? Donc, avant, il faut se regarder, il faut analyser nos besoins. Puis une fois qu'on a dit, on était jusqu'au bout, on n'a pas ce qu'il faut, il faut aller à l'externe. Alors là, on peut commencer à regarder pour la partie immigration. Si bien sûr, dans notre réseau interne, on a regardé toutes les minorités visibles dont Lison a mentionné. Ça, c'est le avant. Là, une fois qu'on a regardé ça, on dit, bon, maintenant, on y va, go. Alors, pendant qu'on fait toute l'activité, en fait, on fait toute la démarche, c'est là qu'il faut commencer à parler avec nos gens. Est-ce qu'on a des biens conscients dans notre organisation? Est-ce qu'on a des préjugés qui sont non cités? Donc, favoriser les échanges avec nos employés. Puis là, bien, après ça, il va y avoir dans l'organisation, une fois qu'on les reçoit, bien, on en a parlé, on a eu des belles histoires. À l'effet, comment je les prépare à l'arrivée des gens du pays avec lesquels on va travailler. Puis après ça, il va y avoir aussi l'accueil, comment on travaille l'intégration, il faut planifier les choses. J'essaie de résumer ça rapidement, là, mais à la base, est-ce que nous, comme organisation, on est réellement prêts? Parce que, c'est, comme Lison le disait, c'est pas juste une histoire de faire venir les gens, c'est est-ce que j'ai des politiques RH, est-ce que j'ai des pratiques internes? Ah, puis je vais juste faire une petite anecdote. On a eu... j'ai travaillé à un moment donné dans une ancienne vie dans une entreprise, puis on avait quelqu'un qui était musulman, puis il nous avait demandé, il fallait qu'il fasse sa prière 3 fois par jour. Et dans cette organisation-là, c'était la seule personne d'une autre nationalité. Et là, bien, il fallait qu'il arrive avec son petit tapis pour faire sa prière. Alors, il a fallu éduquer les employés, leur parler, puis un peu demander, dire comment vous voyez ça, puis comment on peut le faire pour que ça soit confortable pour tout le monde. Merci, Cathy. Merci. Claudia, Promotion Saguenay qui offre une panoplie de services maintenant pour l'immigration. Pour ce qu'on parle aujourd'hui, Claudia, parle-nous donc de vos services. En fait, c'est depuis décembre 2018 que Promotion Saguenay accompagne les entreprises qui souhaitent recruter à l'international, puis pas de n'importe quelle façon, avec des missions qui s'appellent les Journées Québec. On en a parlé tout à l'heure. C'est des missions de recrutement qui sont organisées par le gouvernement du Québec et différents partenaires. Et Promotion Saguenay aussi est impliquée dans le processus avec les entreprises locales. Ça existe depuis une douzaine d'années, les Journées Québec. Ça se passe environ, il y a 8 à 10 missions par année. Ce n'est pas un clé en main. Par contre, l'entreprise qui me dit « Claudia, j'aimerais avoir 4 soudeurs d'ici 1 an. Je suis prêt à payer. » Ce n'est pas ce style de mission-là. Les entreprises sont vraiment impliquées dans tout le processus de l'affichage, de la sélection des candidats. C'est eux-mêmes qui font leurs propres entrevues. Et nous, on est là en soutien avec eux et aussi le MIFI pour les supporter dans tout ce processus-là.
c'est vraiment extrêmement intéressant. On a une trentaine d'entreprises actuellement là, qui ont participé aux missions Journée Québec. Ça doit être trentaine, ça c'était ma question, ça doit être évolutif. Vous devez en avoir de plus en plus. Oui, hein? on a commencé avec une première entreprise en décembre 2018 qui est ici avec nous aujourd'hui. Ça a été notre première expérience. En 2019, on a accompagné au moins une dizaine d'entreprises. 2020, il y a eu la pandémie. Mais ça a bien fait parce que Journée Québec s'est modernisé. Maintenant, les missions sont virtuelles. Donc, on n'est plus obligé de se rendre dans le pays là, pour recruter les travailleurs. Donc, il y a eu un petit moment de répit, le temps de s'ajuster. Et 2021, et là, c'est la folie, entre guillemets. Là. À chaque semaine, des entreprises viennent nous voir justement pour recruter à l'international. Mais nous, on fait une première rencontre avec l'entreprise parce qu'on en a parlé. C'est peut-être pas nécessairement la meilleure option dans certains cas. Puis ça, c'est bien important. On fait une évaluation. On regarde si l'entreprise, exactement, est-ce qu'elle a des bonnes pratiques RH, quel type de poste, parce qu'on en a parlé, il y a des hauts salaires, bas salaires, spécialisés, non spécialisés. Donc, c'est complexe recruter à l'international. Donc, on fait un premier tour d'horizon avec l'entreprise pour savoir si c'est la bonne option. On travaille également avec nos partenaires Service Québec aussi. Donc, et si c'est l'option, là, on leur propose Journée Québec. Puis, selon moi, là, c'est vraiment une belle formule, surtout pour les entreprises qui sont à leur première expérience, parce qu'on les apprend à pêcher, puis ils vont pouvoir s'inscrire par la suite. Il y a déjà des entreprises là, qu'on accompagne là, depuis 2018, puis ne sont pas à leur première fois avec Journée Québec. Donc, c'est vraiment une belle façon, là, puis bien encadrée, parce que c'est avec le gouvernement du Québec. Donc, le gouvernement a des ententes avec les pays concernés. Comme je vous mentionnais, il y a des formations sur la culture des pays. C'est une plateforme informatique. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Puis nous, Promotion Saguenay, on est là aussi localement pour supporter les entreprises. Est-ce que c'est seulement des entreprises privées ou des corporations sans but lucratif ont accès? Est-ce que c'est seulement pour les PME, ce service-là? Ou? Non, en fait, c'est pour principalement l'entreprise. Hein, c'est notre clientèle à nous, Promotion Saguenay. Oui. Donc, nous, c'est notre clientèle là, qu'on regarde. Puis comme on ne peut pas recruter n'importe quel poste à l'international. Oui. On en a parlé tout à l'heure, il y a des stratégies. Est-ce que j'embauche un célibataire, la famille? Il y a des bas salaires, hauts salaires. Fait qu'il y a des stratégies, puis c'est ça qu'on essaye justement là, de regarder avec l'entreprise pour que ce soit finalement une belle expérience. Puis recruter, je le dis souvent, c'est facile parce qu'il y a plusieurs pays, il y a des candidats extraordinaires, mais le défi, c'est d'accueillir et d'intégrer. Parce que nous, ce qu'on souhaite, Promotion Saguenay, c'est d'accueillir ces personnes-là en permanence. Hein? On veut des nouveaux citoyens. On est en baisse démographique, on le sait. Donc, on veut avoir des gens là, qui vont habiter ici, qui vont être bien. Et le grand défi, c'est l'accueil et l'intégration. Puis ça, lors de cette première rencontre, on s'assure justement que l'entreprise, elle va connaître les défis. On va s'assurer que c'est quand même... une implication plus grande que d'embaucher un Québécois. Hein? Ça, c'est sûr. Fait que c'est ça qu'on va faire. On va faire le tour avec l'entreprise. Puis ces missions-là sont abordables dans un certain sens. Il faut s'entendre parce qu'elles sont justement supportées par le gouvernement. Donc, c'est quand même accessible pour les entreprises. Mais Lison va nous aider. Bien, on travaille ensemble. Là. On dirait qu'on travaille chacun de notre côté, là, mais on se parle. Non, je sais souvent. que vous êtes en équipe, c'est pour ça que je fais cet aparté-là. Merci, Claudia. Marc, maintenant, le défi, encore une fois, c'est en peu de temps donner de l'information pour pas que ça paraisse trop compliqué. Puis il y a un risque là-dedans. C'est qu'il y en a qui partent de bien trop compliqué, cette patente-là, si tu m'en vas ailleurs. Mais ce qu'on veut surtout faire, c'est le contraire, c'est donner beaucoup d'informations, mais en même temps faire comprendre le plus de choses. Marc, comment ça fonctionne lorsque vous entreprenez un dossier? C'est quoi le cycle d'une intervention? Une entreprise qui a besoin de 10, je ne veux pas dire le corps de métier, là, mais que ce soit des camionneurs, que ce soit des soudeurs. Comment ça fonctionne, une démarche avec vous? Bien, tantôt, tu as parlé avec le premier panel au niveau des délais. Tu sais, le monde dit « Ah, ça prend bien beaucoup trop de temps. » Mais le premier élément qui prend du temps, c'est le go de l'entreprise. Ça, c'est le premier défi. Un coup que l'entreprise a donné le go, comme on a dit, c'est un processus administratif, c'est une machine à saucisses qu'on ne contrôle pas toujours parce qu'on fait affaire avec Service Canada qui emploie Sécurité Canada. Ensuite, Immigration Canada, tu as le MEFI. Donc, tu as beaucoup de joueurs. Mais avant tout, vous êtes des gens d'affaires, vous avez des commerces, vous jouez avec les chiffres. Souvent, on dit en business, money talk. Mais si on regarde les chiffres à la base, c'est un no-brainer.
que ce soit les chiffres qui sortent d'Emploi Québec, l'Institut du Québec ou autre, qui dit carrément que dans les prochaines années, sur 10 emplois que vous allez avoir besoin dans votre entreprise, 2 à 3 doivent être issus de l'immigration. 22 %. Donc, ça, c'est là. Ensuite, en date d'aujourd'hui, il y a 200 000 postes d'ouverts au Québec. OK? Et les postes vacants pour la région du Saguenay, c'est 4,5 %, qui est en dessous de la moyenne provinciale, qui est à 5,3 %. Donc l'enjeu que vous voyez dans votre région, là, c'est réparti à travers le Québec, puis des régions qui sont à 6 %. Donc là, il y a un défi déjà là de mathématiques en partant. Ensuite de ça, quand on regarde aussi au niveau du nombre de travailleurs, souvent on le voit, là, les Québécois, on est des gens qui prennent leur retraite plus tôt que les autres dans les autres provinces. Donc c'est un autre défi. On dit qu'il y a un retraité à toutes les 8 minutes au Québec. Donc, plus de monde en Floride. Donc, l'autre côté, c'est ça. Donc, le processus fait en sorte que la relève, on dit les chiffres, là, c'est que dans les années 70, il y avait 7 travailleurs pour un retraité. En 2030, c'est 2 pour 1. That's it. Ça, c'est les chiffres. Si on revient à ta question de base au niveau du processus, comme je t'ai dit, donc le processus, il y a différents programmes qui font en sorte que les délais sont différents. Parce que souvent, vous allez parler avec différents intervenants, puis dire, mais moi, ça a pris 3 mois, l'autre, ça a pris 6 mois, l'autre, ça a pris 12 mois. Puis pourquoi qu'on n'a pas un benchmark? Parce que c'est différentes choses. Un, l'entreprise, le délai que l'entreprise de réaction qu'on va avoir à participer, à collaborer dans le processus. Ensuite, le type de programme. Il y a 2 grands programmes, le programme des travailleurs étrangers temporaires puis le programme de mobilité internationale. Donc, un est plus rapide que l'autre, qu'on appelle le PMI, là, qui est souvent pour des gens en technologie de l'information. Dans la majorité des gens vont aller sur le PTET. Et par la suite, comme Michel expliquait, il y a des délais aussi sur nos amis à Ottawa. Il faut qu'ils nous donnent la permission de nous donner le go d'embaucher à l'étranger, qui peut prendre en moyenne peut-être un 5-6 mois. Et ça, c'est un enjeu que le Québec est en train de négocier. Le ministre Boulet est en train d'essayer d'avoir plus de pouvoir au Québec. Donc, ça va être important pour nous d'avoir ce type de pouvoir-là, ce qui est fédéral actuellement. Et par la suite, c'est le permis de travail pour le travailleur. Et le permis de travail est différent. La période d'attente est différente d'un pays à l'autre. Donc, c'est pour ça que des fois, des gens qui vont avoir, tantôt on parlait des gens de la Tunisie ou du Nicaragua, mais il va y avoir des gens qui peuvent avoir leur permis de travail en 4 semaines, d'autres en 6 semaines, d'autres en 8, en 12, en 20. Puis des fois, dans le processus, quand on date d'aujourd'hui, on dit que c'est 12 semaines, mais le mois prochain, ça peut tomber à 18. Donc, c'est pour ça que c'est un processus qui est élastique. Donc, les gens, il n'y a pas personne dans la salle aujourd'hui qui peut dire « Je vais chercher un travailleur étranger, je signe aujourd'hui, 9 décembre, puis je vais avoir quelqu'un le 9 mai ou le 9 septembre. » C'est impossible. Okay? Il faut juste prévoir, c'est un carré de sable, il faut avoir les 4 coins du carré de sable, puis travailler à l'intérieur de ça. Donc, suite à ça, quand les gens arrivent ici, le processus est assez rapide. Quand les gens ont accepté, ont été approuvés par les autorités gouvernementales, après ça, techniquement, 2 semaines après, ils sont au Québec et la balle tombe dans le camp des entreprises. Merci, Marc. Cathy, les principaux défis de l'employeur, du gestionnaire. En 2021, il y en a de beaucoup, mais face à cette situation-là, tu en as parlé un peu tout à l'heure, mais parle-en un peu plus, s'il vous plaît. Bien, je vous dirais, en fait, je commence. Tu sais, bon, les défis, Marc, là, tu le mentionnes bien, hein. Puis, tu sais, moi, quand on parle là, du 200 000 travailleurs, postes vacants, pardon, c'est tellement vrai, là, puis vous le vivez tous. Tu sais, quand on parle de la courbe, on parle d'une courbe qui est inversement proportionnelle, dans le sens où on a plus de gens qui partent à la retraite. Je pense que c'est 37 000 presque par année. Puis, les personnes qui rentrent sur le marché du travail, hein, c'est une courbe qui est plate. Il y a très peu de différence, donc ça crée un écart. Fait que cet écart-là, tu l'as mentionné. Puis je vous dirais, tu sais, pourquoi qu'on dit que ça va prendre 10 ans avant de reprendre un peu notre souffle? Bien, c'est la génération qui rentre sur le marché du travail. Je fais l'exemple, ma fille, elle a 11 ans. Donc, dans 10 ans, elle va avoir 21 ans. Elle va être sur le marché du travail. Ben, en tout cas, peut-être, je ne sais pas. Ça continue longtemps à l'université, on ne sait pas. Mais c'est ça, il faut attendre le cycle de 10 ans. Fait qu'on fait quoi comme entreprise? Tu sais, il y a une entreprise avec laquelle je travaille. Elle me dit, Cathy, il faut qu'on recrute 40 personnes. Ben, je dis, c'est quoi la différence avec avant? C'est que là, ton bassin ne se remplit plus parce que les gens qui quittent, ils disent effectivement, si j'en ai 20 qui quittent, j'en ai 10 que je peux embaucher. Fait que j'ai toujours un écart dans ma main-d'œuvre. Fait qu'en entreprise, on a des gros défis
pour être capable d'assumer nos contrats, d'assumer notre productivité, hein, de rencontrer nos clients en termes de production. Alors, 3 éléments, je vous dirais, 3 recommandations quand on travaille, parce qu'on va dire, là, on veut faire venir des gens, on veut intégrer des personnes immigrantes. Tantôt, on a parlé des minorités visibles dans les communautés des premiers peuples, dans les communautés autochtones. C'est un peu aussi la même chose. Apprendre, ajuster, adopter. Donc, 3 mots. Apprendre, donc nous, apprendre. Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faut transformer dans notre organisation pour s'ajuster à de nouvelles cultures? Comment je travaille avec mes gestionnaires? Mes gestionnaires, là, allons-y, ayons des discussions franches. Tu sais, superviseur, contremaître sur le plancher, on est-tu prêt à avoir des gens de différentes nationalités dans nos équipes? Après ça, il faut apprendre les cultures qui s'en viennent chez nous. Qu'est-ce qu'ils mangent? Tu sais, on a parlé tantôt les repas, hein? Changer le riz, les patates, pas de porc. Moi, j'ai pris un taxi, à un moment donné, j'étais à Québec, puis c'était une personne qui venait d'un autre pays. Puis j'ai dit, qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile en arrivant au Québec? Elle dit, je suis arrivée en hiver, personne ne m'a appris à marcher sur la glace. On tombe, comment qu'on fait? Mais nous, c'est inné. Fait que c'est des détails comme ça, c'est les habiller, hein, quand ils arrivent, les habiller de la tête aux pieds. Donc, comme organisation, avec nos gestionnaires, qu'est-ce qu'on doit apprendre aussi, et des cultures. Après ça, l'autre, c'est ajuster. Ajuster nos pratiques, ajuster nos méthodes pour que ça soit accueillant, invitant et plus facile aussi quand on a des immigrants, immigrantes. Puis le dernier, mais c'est adopter. Fait que ça se peut que vous ayez des nouvelles façons de faire. Ça se pourrait que vous adoptiez peut-être un nouveau modèle de réunion, un nouveau modèle de kick-off le matin quand on démarre sur le chantier ou qu'on démarre dans l'usine ou dans l'organisation. Donc, c'est de se revoir nous-mêmes. Puis moi, je pense qu'avec ça, et il y a des preuves à l'appui. On a eu 3 entreprises qui nous l'ont démontré, ça fonctionne. Je pense que l'essayer, c'est l'adopter. Donc, une fois qu'on l'a fait, une fois que le go est lancé, on a fait une première expérience, on trouve ça le fun. Puis, en passant, vous savez que plus il y a de diversité dans vos organisations, plus vous avez de diversité sur vos conseils d'administration, vos conseils de direction, plus vous êtes performant. Et c'est prouvé scientifiquement. Et votre organisation va faire plus de profit parce que c'est une diversité des mindsets, des états d'esprit et des solutions aussi. Merci, Cathy. Claudia, nous sommes dans une région très francophone, hein, évidemment, là. Donc, quand vous préparez vos missions, Claudia, est-ce que vos stratégies sont adaptées en conséquence pour cibler les bons pays pour cette adaptation? Parce que là, le gouvernement va mettre encore une fois des règles pour la francisation, les délais de nos immigrants. Donc, vous planifiez certainement cet aspect-là dans vos missions? Effectivement, la langue, c'est un élément important, surtout au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Hein? Je pense que quand on voit arriver des travailleurs étrangers qui parlent l'espagnol, le russe, c'est un petit peu compliqué là, dans l'adaptation. Nous, notre approche, c'est vraiment de viser les pays francophones actuellement. Donc, on vise la France, Belgique, Tunisie, Maroc, parle très bien français, là, en passant, l'île Maurice. Donc, pour une première expérience dans le recrutement, on conseille aux entreprises là, de se diriger vers des pays francophones. Puis même s'ils parlent français, on ne parle pas le même français. On a vécu des anecdotes de blagues qu'on a, les Québécois, puis qu'on dit à un autre Français de France, puis on va l'insulter. On l'a insulté parce que T'as en pas France... d'exemple, t'as pas d'exemple. Ben, moi, j'en ai pas un, mais j'ai un entrepreneur ici qui pourrait en mentionner un, à qui c'est arrivé. Je prends une expérience véridique. Il me dit, Claudia, il dit, je comprends pas. Il dit, mon travailleur a été quelques semaines à me bouder, il m'évitait. Puis jusqu'au jour où je lui ai parlé, je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ben tu me dis telle chose l'autre fois. Puis finalement, c'est une insulte en France. OK. Donc, c'est quand même ça. Donc, vous avez un souci dans vos missions d'adapter votre mission avec le lien de francisation de notre région. On pense que pour une première fois, dans le recrutement international, c'est beaucoup plus facile de recruter des francophones, des Français, finalement, là, de Tunisie, qui parlent français. Ça enlève une étape de difficulté en moins. Fait que c'est pour ça que nous, pour l'instant, on a une entreprise qui a recruté des Mexicains. Ça a très bien été,
Mais pour l'instant, là, on priorise les pays francophones. Merci. Marc, justement, les pays. Il y a certainement des entrepreneurs qui vont avoir des intérêts et des intentions différentes que d'autres. Souvent, ça va être la notion du travail, la notion de la productivité, le pays le plus travaillant, le pays, donc on vient de parler de la langue. Mais comment ça se passe dans les pays? Parce qu'on a des agents partout dans le monde. C'est quoi, là? C'est quoi qui se passe? Parle-nous donc des pays, des forces. C'est quoi la mode, les tendances? Bien, je vous dirais, en partant, la chasse se fait sur la planète. Donc, en partant, vous avez accès à un bassin de 8 milliards de personnes. Donc, après ça, les restrictions, ça vous appartient. Tu sais, que si vous voulez avoir quelqu'un qui a les cheveux blonds, qui a les yeux bleus, ou peu importe, on part de là, puis on part avec notre baluchon, puis on va chercher le monde qu'il faut. Il faut juste comprendre qu'encore, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est sur le terrain, puis j'essaie de regarder un peu ce qui se passe sur une base très quotidienne. De 2018 à 2020, Eric, la problématique qu'on avait nos PME, c'est que la grande entreprise, elle n'avait pas de problème, elle venait piger chez vous. Elle avait des bonnes conditions de travail, des meilleurs salaires, meilleurs avantages sociaux et tout ça. Je n'aimerais pas aucune entreprise, là, vous les connaissez toutes, je les appelle les magnettes, là, les aimants qui tirent le personnel. Ça, c'est dans un écosystème, c'est pas sain. Parce que les entreprises qui ont fait les efforts d'aller à l'international, de mettre du temps, de mettre des frais, puis à un certain moment donné, quand les travailleurs, je ne veux pas rentrer dans la technicalité, mais quand les travailleurs deviennent sous un chapitre de résidents permanents, mais ils ne sont plus attachés à l'entreprise, donc ils peuvent aller où ce qu'ils veulent. Donc les entreprises, ceux-là, ils allaient tous les chercher. Ça, c'est des choses qu'on fait un certain lobby avec le gouvernement pour protéger nos PME. Mais en 2021, la situation est différente maintenant. La grande entreprise est à la même place que la PME. Il n'y a plus de monde. Il n'y a plus de monde. Donc là, la grande entreprise se lance aussi à l'international, qui fait en sorte aussi que ça amène un élargissement des bassins. Okay? Donc, dépendant, il y a des entreprises spécialisées en recrutement qui vont chasser d'un pays particulier pour une profession particulière, sont spécialistes là-dedans. D'autres, ça va être juste sur une profession, ils font juste des soudeurs puis ils font à travers le monde. Puis d'autres, comme chez nous, on est généralistes. Nous, on écoute l'entreprise et on dit « Qu'est-ce que tu veux? » On a une entreprise, je donnais tantôt un exemple notable, qui voulait avoir des couturières de la Bosnie. Je dis « OK. » Bon, on est allé chercher les 12 couturières qui avaient besoin. Donc, on s'adapte. C'est des challenges aussi pour nous parce qu'on a des défis de langue aussi. Notre équipe, on parle 10 langues différentes dans mon équipe, mais on ne les parle pas tous, là. Donc, c'est sûr que et l'autre chose, c'est qu'il faut s'adapter aussi à chacun de ces places-là. Les gens, c'est dépendant du niveau de poste qu'on va chercher. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'entreprises actuellement, le défi, je ne veux pas être péjoratif quand je dis ça, c'est des bras qui ont besoin. Donc, manutentionnaires, journaliers. Donc, ça, le côté, des fois, la langue vient moins important en tant que tel. Puis les besoins changent. En 2019, tous les garages du Québec cherchaient des poseurs de pneus pour la saison. Mais en 2021, on a changé les poseurs de pneus pour des poseurs de piscine. C'est ça qu'on a fait. Donc, on a rentré des centaines de poseurs de piscine à travers le Québec. Donc, on s'adapte aussi. Il y a un changement aussi des besoins. Donc, c'est pour dire aux entreprises, la chasse est mondiale. Donc, dépendant des besoins, il n'y a pas d'imposition. Après ça, c'est la gestion des délais. Parce que, comme je disais plus tôt, il y a des pays qui font en sorte que les délais sont tellement longs que les gens vont décider d'aller ailleurs. Puis je finirais sur, ça vous prend une politique, une stratégie d'immigration. Donc, c'est sûr, si votre volonté est vraiment d'amener cette personne-là à long terme chez vous sur une base de résident permanent, mais pour être résident permanent au Québec, il y a 2 grands facteurs. Il faut qu'elle ait travaillé 2 ans au Québec et il faut qu'elle passe le test de français, qui est à un niveau environ de 7 sur 10. Donc, c'est sûr que si on va chercher, je donne un exemple, un Russe, par exemple, son test de français, il va peut-être être difficile. Si on va chercher quelqu'un de l'île Maurice, ça va être peut-être pas mal plus facile. Donc, il y a toute cette gestion-là aussi à regarder au niveau de l'intégration. Puis, encore, le défi, souvent, dans la PME, c'est que le service RH n'est pas nécessairement ultra développé. Tu sais, souvent, il y en a qui vont avoir une ressource qui va s'occuper de tout ça, puis il y a tous les problèmes du quotidien
aussi. Donc, souvent, c'est d'aller chercher peut-être un fournisseur de services qui devient aussi le bras international pour accompagner l'entreprise, en plus de tous les services que le gouvernement offre en appui localement. Merci, Marc. J'irai tout de suite à vos top 3 des principaux conseils à nos gens qui sont ici. En conclusion de cette activité-là, des conseils pratiques là, qu'on peut donner aux gens. Vous êtes sur le terrain, vous êtes directement en lien avec la solution. Donc, Cathy, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil face à cette situation? Bien, la première chose, je vous dirais, travailler avec vos organismes locaux. Soyez des partenaires, des alliés, que ce soit des Alpha Lyra qui ont un volet immigration ou des organismes d'immigration avec Service Québec, avec le MIFI. Ensuite de ça, je vous dirais, soyez, je l'ai dit tantôt, là, travaillez avec vos gestionnaires parce que c'est eux et c'est elles qui sont en contact direct avec ces gens-là que vous allez faire venir. Et ayez un engagement clair. Il faut que ça vienne de la direction. Là, c'est top-down. On n'a pas le choix. Puis le troisième, je vous dirais, pour avoir le succès, prenez ça comme, en anglais, il y a une expression, a journey. Donc, c'est un voyage, mais c'est vraiment quelque chose qu'on va faire ensemble. On va y aller pas par pas. Puis, si vous avez des petits échecs, c'est pas grave. On se relève, puis on apprend mieux. Puis la prochaine fois, ça va être encore meilleur. Puis, je pense que c'est les 3 conseils, je vous dirais. Faut pas laisser tomber facilement, là. Il y a des grands succès en immigration, puis on l'a vu ce matin, là, un peu plus tôt tantôt. Merci, Cathy. Pour toi, Claudia? Bien, moi, je dirais que, premier conseil, ne sous-estimez pas l'étape de l'accueil et l'intégration. Je vous dirais, si vous souhaitez garder ces gens-là longtemps, cette étape-là est primordiale. Puis, je vous dirais, c'est le nerf de la guerre. Premier conseil. Deuxième conseil, informez-vous. Là, c'est la mode, le recrutement international. Tout le monde veut recruter à l'international. Prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de regarder si c'est la meilleure option. Informez-vous. Il y a beaucoup de ministères, beaucoup d'organismes et autres. Donc, prenez le temps de bien réfléchir. Parce que c'est quand même un gros contrat que d'accueillir des gens de l'étranger. Quand ils arrivent seuls, avec la famille, est-ce qu'on a le logement, les écoles? Donc, il faut se poser là, vraiment des questions là, quand on s'embarque là-dedans. Puis, troisième conseil, bien, moi, j'ai vu des cas exceptionnels d'accueil d'immigrants dans nos entreprises. Il faut être ouvert. On est en retard dans notre région pour l'accueil, justement, des immigrants. On a un coup à donner, là. On a un coup à donner dans la région. C'est normal parce que ça vient d'arriver, là, les problèmes de recrutement chez nous. Là, je vous dirais, je le sens, moi, sur le terrain, là, depuis environ 3 ans, contrairement à d'autres régions où on parle de 10 ans, 12 ans. Mais c'est vraiment une belle option que d'accueillir un travailleur étranger. Ça amène une culture différente. Ça amène aussi l'exploration de d'autres marchés. Ça amène une belle diversité. Puis moi, je pense que dans la région, on est prêt, là, où on souhaite. C'est un beau cadeau que d'accueillir aussi des gens de l'étranger. Un beau message, Claudia. Marc, avant de poser ma question, vous dites que vous parlez 10 langues au bureau. Dans le party de Noël à minuit, c'est quelle langue qui se parle? Qu'est-ce qui se passe après 11 heures au bureau? Reste au bureau, Éric. OK. Excuse. Donc, de ton côté, je dirais, je ferais du pouce sur la dernière de Claudia. Oui, s'éduquer. Donc, je pense que vous êtes bien partis aujourd'hui. C'est une des bases, l'éducation. Après ça, je dirais, faites vos devoirs de fournisseur de services comme vous faites dans tout fournisseur de services que vous avez dans votre entreprise. Donc, de faire les devoirs à l'interne. Après ça, je dirais préparer, adapter l'organisation à tout ça. Parce que des fois, il y a tant au niveau de la haute direction, mais aussi dans l'usine. Puis, penser aussi à faire accompagner sur des choses qui sont différentes au niveau culturel. Tantôt, Claudia, parlait au niveau d'une joke ou un autre. Je vais peut-être en ouvrir une ou deux. Souvent, le monde aime ça, voir ce qui se passe sur le terrain. Nous, on est arrivé un coup à un des présidents de société. Il a voulu être cool avec un travailleur. Donc, il a voulu que de l'autre devienne ami Facebook avec. Puis l'autre, il a paniqué à l'autre bout. Il dit, comment ça que le grand boss veut venir Facebook avec moi? Là, ça ne marchait plus. Il ne voulait plus venir. C'est en France, ça? Non. Mais au Maghreb. Après ça, un autre qui a décidé d'aller l'accueillir. Il voulait être smart comme patron. Il dit, je vais aller l'accueillir à l'aéroport.
Donc, il est allé à l'aéroport chercher, puis l'autre, il dit, comment ça que le boss, si j'ai quelque chose qui n'est pas correct, ça ne marche pas. Donc, c'est toutes des petites choses comme ça, culturelles, qu'il faut regarder. Puis, juste finir sur une bonne note, j'aime ça, des fois faire des petites jokes. Tantôt, tu parlais qu'il y avait de la misère à patiner, pas à patiner, mais sur la glace en tant que telle à Québec, là, qui était. Mais moi, je les inviterais peut-être à aller faire un tour, peut-être autour de l'Assemblée nationale. On a de très bons patineurs dans ce coin-là. Ah ouais, bon. Mais il faut rire, hein. On est dans un cocktail. C'est le temps de Noël, donc. Ben oui. À défaut de prendre du gin. Cathy, merci beaucoup de tes propos sages, donc des bons conseils. Claudia, tu nous as appris des choses intéressantes sur vos services. Merci beaucoup. Marc, c'est toujours intéressant dans plusieurs pays, dans tous les bureaux de Raymond Chabot dans la région. Donc, merci beaucoup de ta présence. Merci de l'invitation. Puis merci surtout à vous d'avoir été patient avec nous. Donc, merci beaucoup de votre écoute pour ce midi. Merci. Bravo. Merci, Éric, Marc, Claudia, Cathy et tous ceux qui ont été sur la scène aujourd'hui. Vous avez mis votre nom dans des petites boîtes de tirage. Allez faire un tour dans les kiosques en arrière. Ils sont encore présents, donc les gens sont encore présents. Et allez visiter celui de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord. Et informez-vous sur notre programme « Un emploi en sol québécois ». On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Allez chercher des immigrants qui sont déjà au Québec depuis 5 ans et moins et qui veulent venir en région, mais c'est une des solutions. Et à la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord, en collaboration aussi avec toutes les autres chambres de commerce du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on vous offre ce service-là. C'est gratuit pour toutes les entreprises du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Informez-vous. Également, si vous cherchez un stagiaire, nous avons un programme de subvention pour accueillir un stagiaire de niveau collégial et de niveau universitaire au sein de votre entreprise avec une subvention qui peut aller jusqu'à 7 500 $. Au même kiosque, vous allez avoir l'information. Il y a beaucoup de sous de disponibles. C'est un programme fédéral et on peut vous accompagner tout à fait gratuitement pour aller chercher cette subvention-là, un service des chambres de commerce du Saguenay-Lac-Saint-Jean également. Je vous invite aussi à nos prochains événements parce que là, évidemment, on prend une pause. Vous allez prendre une pause, mais on redémarre ça en grand en 2022 avec un déjeuner avec la nouvelle mairesse. Personne, on n'a pas de politiciens aujourd'hui, de patineurs, personne n'est là, mais il y en aura en 2022. Donc, premier rendez-vous politique de la saison, Julie Dufour qui nous dévoilera sa vision, ses ambitions en termes de développement économique de sa ville. Les billets seront en vente lundi. Le 27 janvier, ce sera le retour de l'événement Perspective économique, lors duquel Pierre Cléroux, vice-président recherche et économiste en chef à la BDC, dressera un portrait de la situation économique actuelle au Québec et au Canada. Et la conférence va être suivie d'un panel de discussion qui va porter sur les enjeux et les perspectives de nos 3 grands piliers de développement économique au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la forêt, l'aluminium, l'agriculture. Est-ce que ce seront encore nos piliers du développement économique et vers où s'en vont ces piliers? Donc, le 27 janvier 2022, en présentiel aussi. Donc, ce n'est pas un événement virtuel. On va se croiser les doigts pour que tout fonctionne bien et qu'on n'ait pas de nouveaux variants qui nous tombent dessus. Et concernant le gala des Dubuc, nous avons entreprise de l'année ici, le groupe Alfred Boivin. Je vous invite, entreprise, à poser votre candidature. La période est ouverte jusqu'au début février. Et quand on parle de marque employeur et des entreprises qui se font voir, bien, c'est une bonne occasion pour votre marketing d'entreprise de poser votre candidature, peut-être d'être finaliste également, peut-être d'être gagnant dans l'une des 9 catégories que nous vous offrons. Merci d'avoir été présent. Un sondage va être acheminé à votre courriel probablement dans le courant de l'après-midi. Je vous invite à y répondre. Nos événements, on les fait en fonction de vos besoins. Donc, on a besoin de votre input pour nous guider. Qu'est-ce qu'on veut faire dans les prochains mois? C'est vous qui allez nous le dire selon vos besoins. Alors, on a besoin, je vais le dire, besoin.
Merci de répondre au sondage cet après-midi. Hein? Alors, communauté d'affaires, merci de faire confiance et d'appuyer votre Chambre de commerce. On sera de retour en 2022 au nom du conseil d'administration et de la formidable équipe de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord. Nous vous souhaitons un beau temps des fêtes, reposant, énergisant. Portez-vous bien et à l'an prochain. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.